Alors bienvenue à cette journée un peu exceptionnelle, Convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie en Haute-Vienne. On parle beaucoup de transition énergétique. On ne peut plus ouvrir un journal aujourd'hui sans parler de transition énergétique, sans parler de maîtrise de la demande d'énergie, sans parler d'arrivée des énergies renouvelables. Mais tout ça doit se faire dans un certain cadre. Et ça va être l'objet de la journée. Quelle stratégie départementale de transition énergétique ? Pour ouvrir cette conférence, je vais demander à Jean-Claude Leblois, qui est président du conseil départemental de la Haute-Vienne, de bien vouloir venir sur scène, à Didier Borel, qui est directeur de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne et qui représente M. Seymour-Morcy, le préfet de Haute-Vienne, de bien vouloir venir. Et puis je vais laisser ma place au pupitre au président du syndicat d'énergie de la Haute-Vienne, Georges d'Argentol, maire de Saint-Maurice-les-Brousses, pour ouvrir cette conférence. Bienvenue déjà à vous tous. Je vous prie déjà dans un premier temps d'excuser Monsieur François Vincent. C'est pas qu'on n'a pas trop de nouvelles, mais je pense qu'il y a peut-être des problèmes de transport ou de voilà. Donc, je me permettrai de l'accueillir s'il arrive même en retard. Et il prendra la parole en suivant. Monsieur le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, qui représente Monsieur le préfet. Monsieur le président du département, cher Jean-Claude, monsieur le directeur du conseil permanent de la transition énergétique et du climat de Nouvelle-Aquitaine, monsieur le vice-président du territoire et d'énergie nouvelle Aquitaine, TENAC, monsieur le chef du département énergie de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, madame la représentante de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, madame la présidente des maires et élus de la Haute-Vienne, monsieur le président des maires ruraux de la Haute-Vienne, monsieur Joseph Apsi, vice-président de l'université représentant le président, mesdames, messieurs, les présidents et élus des intercommunalités de la Haute-Vienne, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs les agents du syndicat Énergie Haute-Vienne, mesdames, messieurs les agents des intercommunalités, mesdames, messieurs nos partenaires dans ce volet environnemental de nos compétences, mesdames, messieurs, nos partenaires du quotidien, mesdames et messieurs, étudiants de l'ENSIL et de la Faculté des sciences, issus notamment des formations eau et environnement, matériaux pour l'environnement, métiers des énergies renouvelables, et j'en passe, et tous leurs professeurs. Mesdames, messieurs, et bien sûr, tous ceux que j'ai oublié obligatoirement de citer. Je vous remercie de votre présence, malgré les difficultés de transport, de nous rejoindre ce matin à l'ENSIL pour participer à la Convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie en Haute-Vienne. C'est une journée pour nous très particulière. En effet, elle aboutira ce soir à la signature par le syndicat Énergie Haute-Vienne et toutes les intercommunalités d'une convention pour le climat, l'air et l'énergie dans notre département. C'est un engagement fort de nos territoires que nous souhaitons vous faire connaître et partager aujourd'hui. Un travail solide de diagnostic à la maille de la Haute-Vienne. En 2017, le syndicat Énergie Haute-Vienne a été mandaté par les intercommunalités, alors nouvellement responsables de la planification écologique sur leur territoire pour réaliser un diagnostic précis et solide des atouts et des contraintes de notre territoire, nos modes de consommation, la qualité de notre air ou encore notre potentiel de développement d'énergie renouvelable. Mais c'est aussi un travail collaboratif. Ces données, récoltées vaillamment, ont été évaluées et présentées aux acteurs de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles ont été débattues, confrontées, amendées pour arriver à un état des lieux qui fait consensus. C'est un travail volontaire. Un outil récolté, des données récoltées ont été évaluées et présentées aux acteurs de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles ont été tout aussi confrontées, mais c'est aussi un outil mutualisé. Ça a été un vrai levier pour les décideurs dans la définition d'une stratégie et d'objectifs réalistes et ambitieux.
Il a créé un réel effet d'entraînement dans notre département, puisque, alors que seulement 4 intercommunalités y sont aujourd'hui légalement obligées, l'ensemble, et j'insiste, l'ensemble des communautés de communes, les 13, se sont concertés pour établir une stratégie cohérente et ambitieuse, et 11 d'entre elles se sont engagées dans la construction d'un document personnalisé de planification et d'animation sur le territoire, ce qu'on appelle vulgairement le PCAET, le plan climat-air-énergie territorial. Nous sommes donc très fiers aujourd'hui de vous présenter cette action reconnue par les acteurs de la transition énergétique à l'échelle départementale, régionale et qui a été saluée au niveau national. Je remercie les élus des intercommunalités, les élus du SEHV, les agents et les partenaires privés et publics qui ont participé aux nombreuses réunions pour faire aboutir ce projet que nous avons construit pour vous, pour notre avenir et celui des générations futures. Nous sommes fiers, je me répète, et heureux de vous présenter cette base solide sur laquelle construire notre transition énergétique locale telle que nous la souhaitons, solidaire, ambitieuse et efficace, et de vous faire partager ce qui est pour nous, qui est pour moi, le début de l'action sur nos territoires. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-Claude Lebois, président du département. Merci, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur Borrell, Monsieur le président du syndicat Énergie Haute-Vienne, cher Georges, Mesdames et Messieurs les maires ou leurs représentants, les présidents de communautés de communes. Je ne vais pas faire l'inventaire, mais je voudrais saluer aussi les représentants de l'ADEME, les étudiants qui sont présents ce matin, parce qu'il y a des têtes plus jeunes que d'autres dans cette salle, et ça fait toujours plaisir d'associer. Mais c'est la réalité. C'est bien de souligner la présence des jeunes dans une réunion comme celle qui concerne les enjeux de demain. Mesdames et Messieurs, les représentants des chambres consulaires, Madame la présidente de l'association des maires, mais que je l'ai associée dans la présentation des élus, les partenaires, Mesdames et Messieurs. Oui, en tant que président du département, du conseil départemental, je suis particulièrement heureux ce matin d'être avec vous pour participer au lancement de cette journée dédiée à la thématique du climat, de l'air, de l'énergie, initiée par le syndicat Énergie Haute-Vienne, qui a reçu, si j'ai bien compris, les félicitations au plan régional et national. Donc, bien entendu, je me joins à ces félicitations pour m'adresser de cette façon au travail effectué par le syndicat pour les élus et pour ses agents. Si on regarde le titre de ce colloque, de cette journée, Convention des territoires, ces mots annoncent le pluriel. En effet, ce pluriel a une importance, car il retrace une évidence. Personne, oui personne, ne peut s'attaquer seul à la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut forcément le faire de manière groupée et s'entendre entre les différents acteurs pour avoir une stratégie convergente. En tant que président du département, c'est-à-dire d'une collectivité porteur des politiques de solidarité, je tiens à rappeler en préambule que la transition énergétique, qui est aujourd'hui notre horizon d'action, se doit également de n'oublier personne. La virulence
du mouvement des Gilets jaunes de l'hiver dernier doit nous rappeler que l'écologie, pour être viable, doit être sociale. L'effort doit être porté par l'ensemble de la société et les catégories les plus précaires des habitants doivent être accompagnées financièrement si nous voulons obtenir des résultats concrets et significatifs en la matière. C'est un sujet d'autant plus crucial qu'il est urgent. Nous avons trop attendu pour prendre en compte les signaux envoyés par les scientifiques, alors que certains d'entre eux nous alertent depuis 40 ans sur les dangers encourus par l'humanité. J'aurais bien aimé être présent cet après-midi lorsque Jean-Louis Etienne sera parmi vous. J'aurais voulu le saluer. Bien entendu, comme beaucoup, j'ai regardé, j'ai lu les reportages qu'elle a effectués dans l'Arctique et dans l'Antarctique, et il avait souligné les conséquences de l'inaction collective sur la fonte des glaciers qu'il observait. Aujourd'hui encore, notre combat doit continuer parce qu'il y a des responsables politiques qui tournent le dos à l'évidence, des chefs d'État. Si on parle de Donald Trump pour les États-Unis, pour Bolsonaro au Brésil. En réalité, nous savons dans cette bataille que deux modèles de société s'affrontent. Celui des multinationales qui veulent continuer d'exploiter les ressources naturelles tant que cela rapporte des dividendes pour les actionnaires. Et celui d'une vision alternative respectueuse de la biodiversité et des biens communs que sont l'eau, l'air, les sols, les océans, au bénéfice de l'intérêt général. Oui, ces deux modèles de société s'affrontent aujourd'hui. Alors que se tient en ce moment même la COP25 à Madrid, il est important de rappeler par un exemple que si rien n'est fait pour freiner la hausse de la température mondiale, celle-ci va évoluer de plus de 3,2 degrés d'ici 2100. Les scientifiques l'ont indiqué. Et le rapport de l'ONU, le rapport récent de l'ONU, indique que cette hausse de plus de 3,2 degrés entraînerait des extinctions de masse et rendrait invivables de nombreuses parties de la planète. Ce chiffre fait peur, mais il ne doit pas nous tétaniser non plus et nous empêcher de mener nos actions. Là encore, chaque effort individuel comme collectif est important et il doit être salué. Pour le département de la Haute-Vienne, nous nous sommes positionnés. Nous avons enclenché des politiques visant à participer à la réduction des énergies fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. Je vais en dire quelques mots, sans volonté d'être exhaustif ni même d'épuiser le sujet, mais en donnant des exemples dans quelques domaines d'ordre collectif ou individuel. En matière de bâtiments, de cadre de vie tout d'abord, donc nous avons décidé dans le cadre de nos programmes pluriannuels d'investissement de nous engager sur des opérations visant à améliorer les performances énergétiques de tous nos bâtiments et à maîtriser leurs impacts sur l'environnement extérieur au travers des objectifs suivants. Je ne vais pas tous vous les donner, je vais vous en donner deux ou trois. Le premier, maîtriser la consommation d'énergie en améliorant donc la performance. Pour cela, qu'est-ce que l'on a décidé et que l'on réalise? L'isolation par l'extérieur de l'ensemble de nos collèges, 30 collèges sur le département de la Haute-Vienne. Avec bien entendu en parallèle l'installation d'appareils de production de chaleur et d'eau chaude performants et surtout avec des systèmes, parce qu'il faut penser aussi à la mise en œuvre aux modalités pratiques, avec des systèmes de régulation, de programmation et de gestion facilement exploitables
et durable. Nous avons également un autre objectif, celui de réduire l'usage des énergies fossiles. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Nous avons décidé de raccorder des biens départementaux aux réseaux locaux de chaleur produite par biomasse. Chaque fois que cela est possible, nous avons fait ce raccordement-là. Avec le couplage également des chaudières bois sur chaufferie à énergie fossile pour assurer le relais et installation de pompes à chaleur. Toujours sur le bâti, le département intervient également depuis de nombreuses années sur l'amélioration de la performance énergétique des logements pour les particuliers, au travers d'aides aux travaux contribuant à des économies d'énergie, en leur apportant une aide financière. L'Assemblée départementale a adopté en 2019, donc tout récemment, un programme d'intérêt général départemental, un PIG, qui n'existait pas précédemment. Il existait des OPA. Donc là, on a voté un PIG départemental sur le territoire complet du 87, donc de la Haute-Vienne, sur le territoire départemental dit diffus, c'est-à-dire que cela concernera l'ensemble du bâti de notre département, non couvert donc par une opération programmée, une OPA par exemple, dont l'un des 3 volets porte sur la lutte contre la précarité énergétique. Et nous avons également voté un dispositif d'accompagnement financier des opérations collectives de rénovation des façades des immeubles d'habitation privés dans les centres-bourgs de notre département. En matière de transport, sur un autre domaine, différentes actions sont engagées. Le département, afin de limiter les impacts environnementaux, encourage quelques actions, et notamment des actions au niveau des services, permettant à nos agents de circuler avec des véhicules électriques ou des vélos électriques. Et puis, nous avons déjà, depuis de nombreuses années, mis en place, créé des aires de convoiturage. 23 aujourd'hui existent sur le département. C'est un véritable succès et on se retrouve devant la situation où les aires de convoiturage sont saturées et nous sommes amenés à les agrandir. Donc on fait appel aussi aux propriétaires de fonciers à côté pour qu'ils puissent nous laisser donner la possibilité d'agrandir parce que ça correspond véritablement à une demande aujourd'hui. Le département apporte également des financements indirects en matière de transition énergétique au travers des contrats que l'on signe avec toutes les communes du département, toutes les communautés du département. Donc on a un volet particulier qui leur permet d'obtenir un soutien aux opérations d'économie d'énergie sur les logements locatifs sociaux communaux notamment. Ça rejoint un petit peu l'idée que j'ai donnée au départ qu'il ne fallait oublier personne. Et nous apportons également une bonification pour les projets de bâtiments respectant des critères environnementaux et sociaux permettant une maîtrise des consommations énergétiques ou la mise en œuvre d'une source d'énergie renouvelable. Mesdames et messieurs, ces dispositifs participent d'une volonté politique assumée, mais ils peuvent être renforcés et ils doivent être renforcés. Donc, à la prochaine plénière du Conseil départemental, je vais proposer au vote de mes collègues pour l'année 2020 la tenue d'assises de l'environnement. Dans la lignée donc de ce que l'on a fait au niveau du sport en 2016, au niveau du tourisme en 2018, nous allons organiser les assises de l'environnement dans une démarche, bien entendu, contributive. Je ne doute pas que ces assises qui vont associer beaucoup de partenaires, le monde associatif, les citoyens, les entreprises, les jeunes, les collégiens. Aujourd'hui, je dois dire que lorsque je me rends dans un collège, les sujets, les échanges que j'ai avec les collèges portent énormément sur des projets qu'ils voudraient voir se réaliser dans l'ensemble de leur établissement scolaire qui concernent l'énergie, les déchets, leur environnement immédiat. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Et il faut également que l'on prenne en compte la dimension sociale, comme je le disais au départ, dans ce travail-là, afin que la fraction la plus en difficulté de notre société ne soit pas la plus impactée
par les efforts à fournir et les mesures mises en place. En conclusion, je ne sais pas quel temps j'avais, mais je vais conclure. Je souligne et je tiens à rappeler ici que pour atteindre ce modèle énergétique de demain, incontournable, indispensable, auquel on doit tous adhérer, le service public, oui, le service public doit avoir un rôle prépondérant à jouer. Celui, tout d'abord, d'impulser des initiatives, comme je viens de le dire, de servir d'exemple. C'est comme cela que l'on peut aussi transmettre des modèles et aussi d'apporter une garantie d'égalité pour nos concitoyens face à ce changement nécessaire afin de réussir la transition énergétique au bénéfice de tous. Je vous remercie. En tout cas, merci, Monsieur le Président, pour votre intervention qui me remplit de joie, car je vois que le département, comme nous sommes vraiment impliqués dans la transition énergétique et nous sommes prêts, bien entendu, à se rapprocher et travailler ensemble pour une bonne évolution de notre environnement, de notre qualité de vie et de vivre dans notre département, ce beau département qu'est la Haute-Vienne. Mais je sais que le département, organe et collectivité essentielle pour l'ensemble des territoires les plus faibles en particulier, est toujours volontaire pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur le directeur de la DDT, Didier Borel, qui représente Monsieur le préfet de la Haute-Vienne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du syndicat des énergies de la Haute-Vienne, madame la présidente de l'association des maires du département, mesdames, messieurs les élus techniciens des collectivités locales et mesdames, messieurs, vos qualités et responsabilités. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de représenter monsieur le préfet, Seymour Morsi, qui, vous en doutez, aujourd'hui a quelques occupations en matière de sécurité publique, notamment à assurer, mais c'est avec un grand plaisir que je le représente et vous demande encore de l'excuser. C'est une belle initiative que celle du syndicat des énergies de la Haute-Vienne, que d'avoir organisé aujourd'hui cette convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie. Alors, le sujet du jour n'est pas la transition énergétique pour les Français, en tout cas dans l'actualité de ce 5 décembre. Néanmoins, on aurait pu connecter assez facilement les deux sujets, la retraite et la transition énergétique, puisque la question qui se pose, c'est de savoir, finalement, lorsque nous serons en retraite, nos enfants, nos petits-enfants, dans quelle qualité environnementale nous pourrons jouir de cette retraite. Mais la transition énergétique qui va nous occuper aujourd'hui est bien le sujet numéro 1 pour la planète. La conférence de Jean-Louis Etienne que nous aurons cet après-midi, je pense, ne manquera pas de nous le rappeler. Alors, je vais vous rappeler ce que vous avez déjà tous en tête, ce qu'avait dit Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg. Il avait dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Alors aujourd'hui, la maison, malheureusement, elle continue de brûler, de plus en plus intensément. On le voit tous les jours. Mais la différence, c'est que dorénavant, nous regardons les choses en face. Et c'est bien heureux de le faire. Les travaux scientifiques du GIEC ou d'autres travaux, les COP successives, Paris en 2015, Madrid actuellement, ça a été évoqué par le président, les marches pour le climat sont passés par là pour nous appeler au principe de réalité. Alors ce n'est pas le tout de regarder les choses en face, parce qu'il ne faut pas rester les bras ballants, se gratter le front. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Que dois-je faire? Que puis-je faire? L'urgence, je l'ai dit, elle est mondiale, mais elle est partout, parce que les victimes des difficultés que nous connaissons et des conséquences du changement climatique, elles sont bien évidemment toujours locales. Plus personne aujourd'hui n'est à l'abri. Les phénomènes climatiques
que nous subissent à travers le monde, mais nous aussi localement. Les sécheresses, on connaît cette problématique-là dans nos territoires, les inondations, les phénomènes de canicule, parfois même des inondations, là, encore vu dans l'actualité récente, ou même parfois les tornades qui peuvent surgir, y compris sur nos territoires. Alors les gouvernements de par le monde agissent, bien évidemment, et bien heureusement. L'Europe, qui, je le rappelle, est le 3e émetteur de gaz à effet de serre, travaille aussi à son échelle, et on sait que la gouvernance, pour appréhender ce sujet, elle est internationale, avec les difficultés qu'on connaît et qui ont été évoquées, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui sont parfois des questions de posture, qui mettent en difficulté des accords internationaux qui ont pu être pris, ou des engagements qui pourraient être renforcés sur ce sujet-là. Alors la transition énergétique, elle doit être une préoccupation, bien évidemment, immédiate, permanente, quotidienne, des acteurs du territoire que vous êtes, que nous sommes, chacun dans nos projets, dans nos responsabilités, dans nos missions. Elle doit aussi, et il faut le garder présent à l'esprit, être une préoccupation tout aussi quotidienne, tout aussi immédiate, tout aussi permanente de chacun d'entre nous en tant que citoyen. Voilà, les deux, dans la société dans laquelle nous vivons, sont nécessaires et nous pouvons nous engager à la fois dans nos missions, à la fois comme citoyens. La question qui se pose et dont on va débattre aujourd'hui, c'est de savoir comment, aux échelles territoriales, et pour moi le territorial c'est le régional, le départemental, l'intercommunal, l'échelle de la commune, l'échelle du quartier, l'échelle de l'entreprise ou l'échelle du bassin, par exemple. Donc comment, à ces différentes échelles, nous, acteurs du territoire, nous pouvons définir des stratégies, développer des projets, aussi modestes soient-ils, apporter des idées nouvelles et améliorer des pratiques. Dit autrement, qui peut engager quoi? Qui peut aussi accompagner son voisin en termes juridiques, en termes techniques, en termes financiers, c'est une question qu'il faudra aborder, en termes sociaux, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président du Conseil départemental, ce sont tous ces angles qui doivent nous préoccuper. Donc c'est une journée de convention aujourd'hui, ce n'est pas en une journée qu'on va régler les problèmes de la planète, bien évidemment, mais je pense qu'on pourra aborder de nombreux sujets, même si on ne répond pas à toutes les questions qui pourront se poser. Néanmoins, et j'en suis convaincu, si chacun repart aujourd'hui de cette journée en étant lui-même convaincu qu'il peut agir, j'allais dire qu'il doit agir et qu'il peut le faire en interaction avec d'autres acteurs en tant que de besoin, alors je pense que cette journée, Monsieur le Président du syndicat, sera parfaitement réussie. Construisons des synergies et agissons, c'est un peu le mot d'ordre qu'on pourrait se donner. En tout cas, c'est le message que je voulais vous faire passer au nom de l'État, au nom du préfet du département. Je remercie encore les organisateurs, les initiateurs de cette journée. Je vous souhaite de bons échanges, de riches travaux et je félicite tous ceux qui, en fin de journée, représentant leur collectivité ou leur institution, eh bien, s'engageront en signant la convention qui vous est proposée pour le territoire de la Haute-Vienne, qui est un territoire actif en la matière et qui doit poursuivre dans ce sens. Je vous remercie. Merci, messieurs, pour cette séance d'ouverture. Merci pour cette vision politique locale, départementale, nationale aussi, on l'a entendu. Je viens d'entendre à l'instant Didier Borel dire c'est pas au cours d'une journée qu'on va pouvoir tout régler. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Mais moi, je vois une journée comme celle-ci comme une marche d'escalier, un grand escalier. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Eux vont gravir les marches quand nous, on commencera à aller à la pêche. Et donc, on va aujourd'hui aborder un certain nombre de sujets qui vont engager tout le monde, nous et les générations futures. Merci beaucoup, messieurs, pour cette feuille de route pour la journée. Alors,
je vais proposer maintenant, puisqu'on a parlé de stratégie, là, plusieurs fois, vous l'avez entendu, on a parlé de stratégie. Je vais proposer à Sandra Schmiden-Picard, qui est responsable du service énergie au syndicat Énergie de Haute-Vienne. Docteur Sandra Schmiden-Picard. Je sais, il faut le dire, ici on est dans un cadre, c'est important. Alors, elle va nous présenter cette stratégie départementale de transition énergétique. Elle va nous parler un petit peu plus en détail maintenant de ces fameux PCAET. Vous avez remarqué, hein, les acronymes, on y va. Hein, on est très riche en acronymes avec les STRADET, les PCAET, les S3RENR, la PPE, très importante. La PPE, on en parlait ce matin dans les couloirs. Rassurez-vous, au cours de la journée, on va y revenir. Et à chaque fois qu'il y aura un acronyme comme ça, j'essaierai, je ne les connais pas tous par cœur non plus, j'essaierai de bien les resituer dans le contexte. Alors, ce contexte législatif, qu'est-ce qui nous impose ? Comment on avance sur les PCAET? Est-ce qu'il existe une méthode? Comment on met en regard les grands objectifs et tous les outils à disposition? Comment on accompagne les collectivités? Comment est-ce qu'elles s'engagent? Il y aura une signature ce soir qui va être significative en ce sens. Donc, Sandra Schmiden-Picard, à vous de nous dire comment ça marche tout ça. Merci et bonjour à tous. Effectivement, du coup, j'ai la lourde tâche de vous résumer dans 40 minutes plus que 2 ans et demi de travail, justement d'un grand travail collaboratif qui était mené pas seulement par le SEHV, mais avec beaucoup de partenaires. Il y a bon nombre justement dans la salle, je ne pourrais pas tous les nommer, mais surtout quand même, avant de commencer, j'ai souhaité remercier justement les bureaux d'études qui nous ont assistés tout au long de cette démarche et toute leur équipe de projet qui était vraiment engagée et plus particulièrement effectivement Leslie Correa et Sylvain Divot justement pour leur implication vraiment tout au long de ce projet et qui a amené à arriver aujourd'hui vraiment à un résultat très, très rigoureux et très détaillé. Alors, pour mettre tout ça dans le contexte, effectivement, on en a parlé justement dans des discours d'introduction. On vous a rappelé justement pourquoi on est là aujourd'hui. Je crois que tout le monde le sait maintenant. Le changement climatique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, à nous maintenant de trouver des réponses. Justement, c'est là l'enjeu. Et les engagements, justement, pour ces réponses, ils existent à tous les échelles. Alors, c'était rappelé actuellement, effectivement, on est juste dans le contexte. Il y a les engagements planétaires qui se prennent au niveau des COP, justement avec la COP de Paris qui nous avait fixé des engagements de dire finalement le cadre dans lequel il faudrait arriver à limiter le changement climatique pour que ça ne devienne pas trop grave, de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement et, si possible, viser un objectif de 1,5 degré. Et actuellement, justement, la COP 25 à Madrid qui cherche justement comment aller sur ce chemin. Après, effectivement, pour ce qui nous concerne, ces objectifs, ils sont déclinés réglementairement pour la France au niveau des engagements de l'État, de la région, et justement, ce qui nous concerne, justement, l'échelon de territoire, c'est le PCI aujourd'hui qui est chargé de cette planification et c'est à cet endroit-là, justement, qu'il faut trouver la concrétisation pour vraiment permettre l'atteinte des objectifs. Voilà, du coup, l'outil réglementaire pour les EPCI, c'est le fameux plan climat, air, énergie territoriale. Quand même, vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce qu'il s'agit. Effectivement, il y a un cadre réglementaire qui est appelé là-dessus. C'est quelque chose qui est réglementaire, obligatoire pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Mais surtout, ça se veut un projet de territoire, vraiment un projet de développement durable, justement ayant pour finalité de lutter contre le changement climatique et justement travailler aussi sur l'adaptation du territoire. Comment faire tout ça? Effectivement, dans ce plan, déjà l'idée c'est quelque chose de très global, c'est finalement multithématique et multisecteur, c'est ça l'enjeu du changement climatique. C'est pas que l'énergie, c'est pas que le climat, il y a aussi l'air là-dedans et il y a effectivement tout un tas de secteurs aujourd'hui
qu'il faut regarder. Quand on parle du territoire, effectivement, il n'y a pas que la production d'énergie, il y a tous les consommateurs, il y a l'habitat, le tertiaire, il y a le transport, il y a l'agriculture, l'industrie, les déchets et effectivement, bien sûr, aussi les centrales de production d'énergie qui rentrent justement dans ce regard, à la fois dans le diagnostic et dans la stratégie et des actions qu'on peut bâtir derrière. Effectivement, voilà, c'est ça, hein, dans le contenu d'un plan climat, on a vraiment ce cheminement. On commence avec un diagnostic vraiment rigoureux, détaillé, pour pouvoir bâtir le cadre sur lequel on peut agir, sur lequel on se fixe une stratégie, une cap, pour justement avec un cible d'ici 2050 et bâtir un plan d'action qu'on suit dans le temps. Et tout ça, effectivement, c'est accompagné d'une évaluation environnementale. Ça veut dire qu'on regarde en même temps, effectivement, qu'on ne fasse pas des contresens par rapport à la biodiversité. Et tout ça, c'est vraiment lié. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui le SEHV il se retrouve dans cette démarche? Je parlais justement, le pilote pour la transition énergétique au niveau local, ce sont les intercommunalités qui pilotent justement les PCAET sur leur territoire. Tout ça, c'était mis en place effectivement avec la loi de transition énergétique en 2015, mais qui en même temps a instauré une commission ou des commissions consultatives sur les territoires des syndicats, regroupant justement les intercommunalités et les syndicats d'énergie pour justement permettre de coordonner les actions au niveau de la politique énergétique et permettre aussi justement que les syndicats puissent accompagner les EPCI dans la réalisation des plans climat. Et effectivement, ce sont les EPCI de notre territoire, de notre département, qui ont demandé aux syndicats de se charger de ce sujet. Et justement, avec une initiative très exemplaire et innovant, finalement, sur notre territoire, de dire tant à faire, effectivement, est-ce qu'on ne fait pas vraiment une démarche vraiment globale, mutualisée, départementale? Pourquoi tout ça? Tout simplement, déjà, parce qu'on avait une situation initiale qui, on partait pas de rien, mais en même temps, on avait effectivement des démarches qui étaient très locales. Effectivement, il y avait déjà un plan climat à Limoges Métropole, mais c'était en gros le seul sur le territoire. Et après, effectivement, il y avait des démarches d'autres. Bon, effectivement, les sigles, bon, c'est des territoires à énergie positive ou à la croissance verte, en plus des agendas 21 qui existaient. Et on se trouvait surtout dans une situation où, effectivement, on avait cette obligation ou en même temps cette chance d'arriver justement sur des plans climat, air, énergie territoriaux. Mais sur notre département, vu la taille des intercommunalités, il n'y en avait que 4 qui s'étaient obligés vraiment d'en élaborer un sur 13. Et là, la volonté, effectivement, qui était vraiment exemplaire, c'est de dire, voilà, on souhaiterait vraiment de co-construire une trajectoire départementale, climat, air, énergie, cohérente et qui permet aussi de l'articuler avec ce qui se passe à la région et de répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux du territoire. Et bien sûr, avec une grande volonté là-dedans de ne pas se limiter aux obligés, mais justement que les EPCI non obligés puissent aussi justement se mobiliser et s'intégrer dans une démarche départementale et où justement vraiment aussi dans des plans climat. Alors, voilà, du coup, cette démarche, pour l'expliquer un peu plus, comment ça fonctionne, l'idée, c'est vraiment de mettre en place, c'était de mettre en place une mission intégrée et mutualisée sur tout le département. On l'avait bâti, du coup, en 2 parties. C'est qu'est-ce que vous avez trouvé déjà dans le titre de la présentation. Il y a à la fois une stratégie départementale de transition énergétique pour toute la Haute-Vienne. Dans ce cadre, justement, on s'est attaché à élaborer le diagnostic et de co-construire une stratégie pour tout le département, mais déclinée justement pour chaque EPCI. Comme ça, effectivement, tout le monde y contribue et on arrive vraiment à quelque chose de global, avec un travail un peu plus spécifique aussi sur des schémas directeurs des réseaux d'énergie qui ont un rôle très important derrière dans la mise en place, finalement, de la transition énergétique, et un outil de planification climat, air, énergie qui nous permet d'avoir tout le monde accès à ces détails, des données, des diagnostics, et de travailler collaborativement justement sur les stratégies, sur les plans d'action et échanger et agréger tout ça. Et en même temps, effectivement, il y avait une deuxième partie de mission d'assister, accompagner justement les EPCI dans leur plan climat, qui justement, et ça c'est vraiment à saluer, était largement activé
par nos intercommunalités. On se trouve aujourd'hui avec 11 des 13 EPCI qui se sont lancés dans l'élaboration d'un plan climat, air, énergie territoriale avec le SEHV et dont justement 7 qui sont volontaires dans la démarche, qui n'étaient pas obligés. Et dans cette partie-là, effectivement, là, plus spécialement, on va bien sûr zoomer sur le territoire, mais aussi co-construire surtout un programme d'action qui traduise tout ça dans l'opérationnel, dans le pratique. Et après, bien sûr, élaborer tous les documents. Bon, vous avez un peu l'échelle de temps, hein, justement, comme je disais, c'est quand même un travail qui avait déjà commencé en 2017 à l'élaboration de la stratégie départementale. On avait, sur cette base, commencé de travailler sur les plans climat des différentes EPCI à partir de mi-2018. Et effectivement, c'est là que, voilà, le grand succès, il est là. On arrive aujourd'hui pratiquement au bout de la concrétisation de ces documents et de ces travaux. Et ça permet justement de regrouper, agréger tout ça et s'engager ensemble dans une convention des territoires. Bon, pour vous expliquer quand même un peu plus la démarche et le détail, comment est arrivé à ce résultat. Première partie, effectivement, c'était l'élaboration d'un diagnostic. Là, vraiment, l'idée, c'était de faire un travail assez rigoureux, détaillé et justement en récupérant un maximum de données des différents partenaires, qu'on détaille justement, bien sûr, pour chaque EPCI selon les typologies de leur territoire et selon tous les thématiques et secteurs qui sont concernés par le plan climat. Là-dedans, effectivement, dans les données, notamment à mentionner aussi l'AREC, qui est finalement notre observatoire régional sur ces questions et qui a justement tout un tas de données à fournir là-dedans. Mais effectivement, complété avec tout un tas de données d'autres acteurs et tous les détails qu'on a sur les territoires. Tout ça, ça a été partagé justement avec les EPCI, avec les élus, les services et les autres acteurs, ce qui permettait aussi de développer finalement le niveau de compétence, mais aussi une vraie culture de climat sur le territoire et partir justement sur un partage des grands enjeux. Et comme je disais, en même temps, effectivement, on le pérennise, on le regroupe finalement dans un outillage qui est mis à disposition de tous les EPCI, disponible à partir du portail GeoSEHV, du SEHV, et qui permet d'avoir accès à toutes ces données cartographiées. Il faut quand même que je vous donne les résultats. Bon, il faut dire que le diagnostic, ça fait un rapport de 500 pages, c'est résumé sur une diapo. Ça donne pas tout, c'est un peu dense, mais on va s'y mettre. Voilà, premier volet du diagnostic plan de la stratégie, effectivement, ça concerne les consommations énergétiques. Sur le département de la Haute-Vienne, effectivement, on est à peu près à 14 TWh énergie finale consommée par an. Ça correspond quand même à une facture énergétique de plus de 1 milliard d'euros chaque année, qui en plus essentiellement concerne des énergies fossiles. On le voit là, 60% d'énergie fossile. Ça veut dire que c'est d'argent qui sort en grande partie de notre territoire. À saluer quand même qu'il y a déjà 22% de consommation d'énergie renouvelable au niveau du bois énergie, effectivement sur le territoire, qui est une spécificité chez nous, qui s'explique un peu avec la répartition des consommations qu'on a aussi. Effectivement, on a une part à peu près égale entre transport, industrie et justement tout ce qui est bâtiment, habitat. Et c'est justement cette part d'industrie qui est relativement importante avec la papeterie sur notre territoire. Ce qui est important, justement, dans le diagnostic, on regarde chaque fois l'état des lieux, mais surtout aussi les enjeux et le potentiel de qu'est-ce qu'on peut faire maximal en amélioration, réduction ou autre. Et à activité égale, effectivement, on a évalué un potentiel de réduction d'environ 60% sur notre département. On passe aux émissions de gaz à effet de serre, vraiment le grand enjeu pour le climat. Sur le territoire, à peu près 4 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis par an. Ça vient essentiellement des énergies fossiles, 60% à peu près de ces émissions. Mais la particularité de notre territoire, c'est qu'on a quand même une part d'environ 40% d'émissions qui revient du secteur agricole. Justement, c'est l'influence de l'élevage. C'est quelque chose qui finalement nous impacte à la fois qu'on s'en compare avec le reste de la France, on a des émissions un peu plus élevées
en moyenne par habitant qu'ailleurs. Justement, ça vient de ça. Et ça nous limite aussi dans le potentiel de réduction, effectivement, parce qu'à activité égale, des émissions d'élevage ne sont pas compressibles, ou très peu. Du coup, le potentiel de réduction, il est évalué à peu près à 70%. L'autre grand thème du plan climat-air-énergie, c'est justement l'air. La bonne nouvelle sur notre département, c'est la qualité d'air qui est plutôt bonne. On a quand même des émissions de polluants, surtout effectivement des NOx qui viennent du trafic routier, l'ammoniac essentiellement des engrais, et justement les particules qui sont quand même assez importants aussi à regarder, surtout par rapport au chauffage ancien qui peut être au bois ou au fioul et qui donne ça. Le potentiel réduction, là, moins 40%, un peu moins important, mais effectivement, on parle de quelque chose qui est déjà plutôt bon en qualité. Les réseaux énergétiques, j'en parlais justement, c'est une partie importante si on veut passer vraiment à la transition énergétique. Les trois réseaux sont regardés, essentiellement en longueur, on a surtout des réseaux électriques, mais aussi des réseaux de gaz qui alimentent par contre pas toutes les communes sur les départements. On est sur 42 communes aujourd'hui alimentées, et des réseaux de chaleur, où là, effectivement, essentiellement, on parle aujourd'hui seulement de Limoges, et effectivement un réseau maintenant qui existe à Saint-Thierry-la-Perche. Voilà, mais ça reste très limité sur notre territoire. Alors sur ces réseaux, effectivement, ce qui est à regarder, c'est surtout la capacité d'injection qui devient important justement si on veut développer les réseaux, les énergies renouvelables. Et on a quand même déjà des contraintes sur certains secteurs, sur les réseaux d'électricité et sur le gaz, effectivement aussi, surtout des communes qui ne sont pas alimentées et du coup, pas facile pour y récupérer du biogaz. Alors, justement, quand on parle des énergies renouvelables, on peut faire la parallèle. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à 4 TWh de produits en comparaison avec les 13,6 consommés, ce qui donne qu'effectivement, on est à peu près à 30% de taux de couverture de nos besoins d'énergie. Et justement, la production qu'on a actuellement, elle est essentiellement justement sur le bois énergie, 90% qui alimente l'industrie de chauffage et 6% qui vient de l'hydroélectricité. Là, le point essentiel, c'est surtout le potentiel de développement qu'on a effectivement sur les énergies renouvelables, qui se retrouvent du coup moins dans les énergies qui sont déjà consommées, produites, mais surtout effectivement, on a un potentiel au niveau d'éolien, photovoltaïque et méthanisation assez important, de plus 155% en global sur le département. Alors, du coup, la séquestration de carbone, ça c'est quelque chose dont on parle moins, mais qui devient très important si on veut arriver à une neutralité carbone, qui est finalement l'objectif aujourd'hui pour 2050. Il faudrait qu'on arrive à séquestrer, stocker autant de carbone qu'on émet. Si on ne peut pas tout réduire à zéro au niveau des émissions de gaz à effet de serre, effectivement, à un moment donné, il faut compter dessus que notre biomasse, les sols ou éventuellement les produits bois puissent stocker, absorber justement le carbone qu'on émet sur le territoire. Important quand même aussi que sur cette partie-là, il y a un stock surtout qui existe, qui est énorme, qui se trouve surtout dans les sols. Dans nos territoires, on a des prix permanentes qui sont très vertueux dans ce sens-là. Mais en même temps, attention justement, dès qu'on commence à changer l'affectation des sols, c'est des stocks qu'on peut perdre, qui redeviennent des sources de gaz à effet de serre. Et finalement, on a une grande responsabilité sur cette partie-là. La vulnérabilité au changement climatique, c'était déjà dit. Aujourd'hui, effectivement, on est dedans. Le changement climatique, il a bien commencé. On le subit de toute façon. Il faut essayer de le limiter, mais en même temps, regarder quelle vulnérabilité on a sur notre territoire pour pouvoir mieux s'y adapter. Et effectivement, on sait sur notre territoire, vu les augmentations de température, les pluies extrêmes qui peuvent arriver, mais en même temps les sécheresses, on aura un assèchement des sols, et justement avec une grande question de la disponibilité de la ressource en eau, des rendements agricoles, et en même temps aussi un risque d'inondation qui est à voir. Et un dernier point qui normalement n'est pas dans le périmètre réglementaire du PCAET, mais qui nous paraissait très important à regarder aussi, c'est la santé environnementale. Là, effectivement, des atouts de notre territoire qui sont essentiels quand même. On a un territoire très naturel et forestier à préserver aujourd'hui, qui nous aide aussi à mieux confronter le changement climatique qui vient. Mais au niveau des points plus compliqués à prévoir, c'est quand même
de garder en tête la vulnérabilité des personnes fragiles, avec justement une forte proportion de personnes âgées sur certains secteurs de notre territoire et qui vont être les premières à subir les conséquences. Et aussi, surtout, on a une part de ménages en précarité énergétique sur le département aujourd'hui qui fait à peu près un quart des ménages, ce qui est assez important et qui est vraiment une grande préoccupation de toutes nos intercommunalités, dans tous les PCAET, de voir comment on peut effectivement lutter contre ça. Voilà, ça pour le diagnostic du coup de là, effectivement, comment arriver à la stratégie. Bon, déjà, on a la situation de base. Ça donne déjà effectivement les grandes lignes où est-ce qu'il faut arriver. L'idée de cette stratégie, c'était vraiment de la construire concertée, définir des objectifs et des orientations à court, moyen et long terme. Justement, les cadres réglementaires, c'est en gros 2021, 2026, 2030, 2050. Mais justement, en adéquation avec les spécificités et niveaux d'ambition de chaque EPCI. Alors, comment faire ? Finalement, la démarche, c'était, en premier temps, on crée des scénarios bornes, un scénario tendanciel, réglementaire, et le potentiel max qu'on a regardé aussi dans le cadre du diagnostic. Et effectivement, autour de ça, on s'est concerté avec tous les EPCI, finalement vraiment co-construit et en consultant les acteurs thématiques et ingénierie territoriale pour définir un scénario cible qui fixe finalement le niveau d'ambition où on se trouve par rapport à ça. Du coup, cette stratégie, c'est devenu le référentiel départemental de la planification climat, air, énergie, qui était finalement la base aussi dans l'élaboration des PCAET. En même temps, effectivement, dans chaque PCAET, chaque EPCI s'est réconcerté sur cette stratégie avec justement tous ces acteurs dans sa collectivité autour. Et ce qu'on vous présente là en résultat, c'est finalement la stratégie consolidée par l'agrégation des stratégies affinies dans chaque PCAET. Et c'est ça, finalement, sur lequel on va baser la convention de territoire qui va être signée cet après-midi. Du coup, on va vous la montrer, quand même. Si on repart le même cercle, au niveau des consommations énergétiques, l'objectif était fixé à arriver à moins 44% des consommations d'ici 2050. Vous avez l'évolution pour les différentes énergies. Bon, je ne vais pas tous les détailler, mais on voit effectivement les grands secteurs sur lesquels on a aussi la main au niveau des EPCI. Ça va être effectivement tout ce qui est bâti résidentiel, surtout avec un effort de moins 57% d'objectif, et le transport avec moins 40%. Pour le CO2, émissions de gaz à effet de serre, l'objectif est un peu plus élevé, moins 52% en 2050. Par contre, effectivement, on n'arrive pas vraiment au facteur 4 qui était dans la réglementation. Je l'avais déjà expliqué au début, effectivement, avec une part d'émissions de l'agriculture très importante, qui sont assez incompressibles dans ce cadre-là. On est au global, effectivement, un peu plus de 50% de réduction des émissions, mais effectivement, par contre, une décarbonisation assez importante pour tout ce qui est transport et habitat, où on a des objectifs justement de moins 73 et moins 74%. Les émissions de polluants, là, on voyait de toute façon, il y a la marge de manœuvre être un peu moindre. Du coup, l'objectif est fixé à moins 27%, essentiellement pour l'industrie, moins 46%, le transport, moins 45%, et justement l'habitat, moins 47%. Au niveau des réseaux énergétiques, il n'y a pas d'objectif chiffré, on n'a pas de mesures exactement pour ça. Par contre, effectivement, il y a vraiment une orientation claire d'optimiser et faire évoluer des réseaux, justement pour faciliter le raccordement de nouveaux projets et l'acheminement justement de l'énergie produite en périphérie. Les énergies renouvelables, c'est l'autre grand sujet phare finalement des plans climat. L'objectif d'ici 2050 est fixé à plus 46%. Un objectif qui se situe du coup surtout dans une augmentation au niveau de tout ce qui est photovoltaïque, éolien et la méthanisation. En même temps, effectivement, avec en fond en vert, là, vous voyez la consommation de bois énergie. Celle-là, effectivement, elle évolue vers la baisse, tout simplement, même si on substitue, c'est prévu dans la stratégie de substituer des chauffages au fioul et au gaz par du bois, mais effectivement, la rénovation thermique et la baisse des consommations donne en même temps qu'on évolue justement vers la baisse et qu'on pourrait éventuellement même exporter un peu de bois.
Ce qui donne qu'effectivement, globalement, on arrive à 80% des besoins énergétiques. Après, le pourcentage c'est toujours un peu compliqué à dire, ça dépend, est-ce qu'on compte l'autoroute aussi qui traverse ou pas. On pourrait peut-être être un peu mieux selon qu'est-ce qu'on compte. La séquestration, là, à nouveau, pas d'objectif chiffré, mais comme je vous disais, c'est vraiment un enjeu très important sur cette partie-là, parce que ça nous contrebalance quand même des émissions qu'on aura en restant en CO2. Du coup, vraiment un enjeu, une orientation de développer le stockage carbone en utilisant justement les caractéristiques naturelles et agricoles de notre territoire, et en même temps de limiter l'artificialisation des sols qui conduit finalement au déstockage de carbone. L'adaptation au changement climatique, j'ai dit dans le diagnostic, c'est vraiment un grand enjeu d'anticiper et favoriser la résilience du territoire, surtout là-dedans de préserver la ressource en eau et passer à des aménagements qui limitent finalement le risque d'inondation et d'îlots de chaleur, justement, pour mieux se préparer à ce qui arrive. Et pour la santé environnementale, comme je disais, effectivement, on le voit vraiment le grand objectif de lutter contre la précarité énergétique très présente sur notre territoire et en même temps de travailler sur l'amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants. Voilà, là, la stratégie, normalement, elle est faite. À partir de là, effectivement, l'enjeu, c'est de passer à l'action. Et justement, j'ai oublié, il y a quand même un petit diapo quand même pour vous donner quelques chiffres globaux des grands axes et chiffres clés de la stratégie. Effectivement, parce que la stratégie, je vais vous donner les chiffres départementaux, mais finalement, c'est quelque chose c'est une stratégie EPCI par EPCI. C'est vraiment agrégé de toutes les EPCI. Et dans ce travail, on voyait bien qu'il y a vraiment des complémentarités et des besoins de solidarité entre les différentes EPCI. Et un exemple, là, justement, avec le taux de couverture en énergie renouvelable, EPCI par EPCI, et on voit qu'il y a justement des EPCI qui vont être net producteurs, pendant que d'autres, justement, surtout les secteurs où on a justement beaucoup plus de concentration d'habitants, auront du mal à fournir toute leur énergie consommée de leur côté. Et en même temps, effectivement, on voit que cette stratégie, elle a vraiment des bénéfices pour le territoire et ses habitants. L'amélioration du cadre de vie et des emplois, j'en parlais déjà, il y a vraiment un intérêt d'aller dans ce sens-là. Il faut aussi dire que la facture annuelle moyenne 2050, même si elle est à peu près à la même hauteur que celle qu'on a aujourd'hui, elle sera quand même largement réinjectée justement dans le territoire avec les énergies renouvelables et elle est à peu près 50% plus bas de ce qu'elle serait si on fait rien. Ce qui nous donne finalement un gain sur la facture de 14 milliards d'euros d'ici 2050, ce qui n'est pas neutre et qui est justement supérieur aux investissements qui sont estimés, qui sont c'est pas tout chiffré, mais effectivement les investissements aujourd'hui ils seront plutôt à 9 milliards d'euros. Donc tout intérêt d'y aller. Et en plus, avec justement la réinjection dans le territoire et des emplois locaux qui peuvent être créés, estimés à au moins 1500 emplois continus, justement, qui continueraient. Du coup, là, on passe à la déclinaison, justement. Une fois la stratégie bâtie, l'idée, c'est effectivement tout ça derrière le vrai projet de territoire. Là, vraiment, la mise en œuvre, la partie opérationnelle, elle se fait justement dans les EPCI. Et comme je le disais, avec vraiment l'engagement exemplaire de nos intercommunalités, avec 11 PCAET qui étaient élaborés sur la période. Et là, effectivement, on a à la fois effectivement un zoom sur le territoire par rapport au diagnostic et la stratégie qui était vraiment affinée et détaillée sur chaque territoire, mais surtout l'élaboration du plan d'action, où là on est dans la traduction opérationnelle de la stratégie sur 6 ans. La stratégie est vraiment le grand cap fixé d'ici 2050 et d'ici 6 ans, comment il commence, comment on peut mettre tout ça en œuvre, le faire opérationnellement. Ce que je souhaitais quand même mettre en avant, c'est que la cohérence territoriale et la mutualisation justement qui s'était mise en place avec la stratégie, l'élaboration de la stratégie, elle a continué finalement dans ce travail sur les plans climat. Et finalement, on avait beaucoup de réunions et des ateliers inter-EPCI, justement plusieurs EPCI qui se sont regroupés. Et ça a permis aussi effectivement de mobiliser mieux des acteurs et aussi l'émergence d'actions mutualisées sur plusieurs territoires. Donc, un petit aperçu
au moins d'un an et demi à peu près d'élaboration de PCAET. En quelques chiffres, pour vous donner une idée, effectivement, il y a eu beaucoup de réunions dans les différentes EPCI, 25 comités de pilotage finalement. Il y avait des ateliers de concertation, on a compté 44. Il y a bien une centaine d'acteurs qui ont participé à la démarche, pas tous sur chaque EPCI, mais effectivement, globalement, ça a permis vraiment de contribuer très, très, très largement avec des avis et des thématiques très différentes. Et avec tout ça, on a pu élaborer ou proposer plus que 600 actions qui finalement ont été retravaillées, choisies, justement adaptées sur chaque territoire et ça donne à peu près des plans d'action d'une vingtaine jusqu'à une centaine d'actions retenues pour chaque PCAET. Ils ne sont pas tous finis, justement, du coup, on ne va pas aller trop dans le détail, mais vraiment la démarche qui a salué là-dedans avec une démarche territoriale, partenariale et co-construite avec tous les différents acteurs. Bon, comme on ne peut pas lister 100 personnes, seulement pour vous dire, effectivement, là-dedans, on avait les élus, les services des collectivités, des représentants aussi des citoyennes, beaucoup d'experts et d'acteurs thématiques sur toutes les différentes thématiques des PCAET. L'ingénierie territoriale, bon, l'ADEME était déjà citée, mais aussi la DDT, justement, qui était très, très, très présent dans l'élaboration. Et effectivement, aussi des associations qui ont travaillé là-dessus. Un petit aperçu des plans d'action. Comme je disais, comme ils ne sont pas tous finalisés, ça donne vraiment quelques idées et quelques retours d'expérience de qu'est-ce qui s'est passé lors de cette élaboration, mais ça va être surtout étayé par vraiment le retour d'expérience des EPCI qui ont travaillé là-dessus. Il y a quelques thématiques justement qui sont vraiment récurrentes. On le voit effectivement chaque fois, il y a un très 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 grand enjeu justement au niveau de la rénovation thermique avec des questions à la fois des actions qui sont mises en place sur l'accompagnement des ménages qui permettent aussi en même temps de lutter contre la précarité énergétique et effectivement une grande volonté aussi de mettre en place des actions pour être exemplaires sur le patrimoine justement des collectivités. Bon, là je parle de la rénovation, mais après c'est aussi de l'alimentation en énergie renouvelable. Voilà, il y a vraiment le tout là-dedans. Il y a vraiment la question des modes de transport propres. Justement, le président du département en parlait aussi un peu. C'est un grand enjeu de travailler sur le transport et sur nos territoires. Effectivement, c'est pas forcément évident. Dès qu'on est dans la ruralité, le transport en commun, c'est plus forcément le moyen le plus simple. Du coup, vraiment, des nouvelles modes à inventer. Et justement, un travail qui était assez spécifique aussi sur le territoire, sur la partie agriculture, avec vraiment un secteur agriculture des représentants qui étaient très proactifs aussi à travailler là-dessus, à la fois sur une agriculture durable, mais aussi sur des circuits courts, des projets d'alimentation territoriale qui permettraient vraiment de faire des choses. Bon, c'était pas tout facile. Justement, dans les difficultés qui étaient notées dans l'élaboration des plans d'action, on voyait quand même, effectivement, on a des très petites intercommunalités aussi, qui souvent, effectivement, disent, bon voilà, on n'a pas forcément les moyens ni l'expertise pour mener tout ça, qui ont aussi souvent peu de marge de manœuvre sur certains secteurs, justement surtout le secteur transport qui n'est pas forcément dans leurs compétences. Et effectivement, toujours la question, à un moment donné, des priorités d'arbitrage par rapport à d'autres enjeux. Là, on parle climat-énergie, mais effectivement, c'est pas facile de les mettre complètement au centre. Voilà, qu'on a aussi d'autres enjeux qui se présentent. Et en même temps, effectivement, on a vraiment noté et on se félicitait finalement des atouts pour la réussite qui, à la fois, effectivement, on a des vrais atouts de territoire avec un potentiel d'énergie renouvelable assez important, avec une agriculture qui plutôt intéressant, avec une agriculture assez extensive encore aujourd'hui. Et justement, des atouts qui viennent finalement de l'approche, des synergies entre les territoires qui sont créés, des mutualisations des actions et toute une coopération qui s'est mise en place, interterritoriale, mais aussi interstructure et interacteurs, et qui permet vraiment, malgré un certain manque de moyens, d'arriver à des choses intéressantes derrière. Et on espère vraiment que c'est la première marche pour agir. Du coup, pour conclure, effectivement, c'est là le début. Finalement, c'est maintenant qu'on arrive
à la fin de l'élaboration des PCAET, mais l'intéressant, c'est que là maintenant, il faut agir vraiment pour atteindre les objectifs et on se trouve actuellement à l'étape de mettre en œuvre ces PCAET. Ce qui va être très important là-dedans, c'est effectivement, il faudra qu'on trouve le moyen de pallier à l'inégalité ou le manque de moyens, justement, des EPCI, mais justement avec la solidarité entre les territoires et aussi des outils et des moyens qui peuvent être mutualisés à l'échelle départementale. Un grand enjeu pour la suite, ça va être vraiment de continuer à susciter finalement l'adhésion de l'ensemble des élus à ce projet, afin de coordonner justement les politiques des territoires autour de la stratégie et des plans d'action. Et sur la mise en œuvre, justement, l'idée, c'est de mettre en place aussi un suivi collaboratif pour accompagner les territoires, justement, dans toute cette démarche, la possibilité d'échanger, d'avoir des retours d'expérience, de voir les progressions réalisées et voir éventuellement où sont les blocages, qu'est-ce qu'on peut améliorer. De travailler aussi sur l'actualisation et l'agrégation des données et de consolider notre stratégie pour la suite, qui va être revue tous les 6 ans, justement, pour arriver vraiment au cap 2050, et de mesurer justement l'impact de notre politique, ou des politiques locales de nos territoires, pour aussi pouvoir les agréger et faire remonter par rapport aux orientations des politiques régionales, voire nationales, justement, sur ces questions-là. Et effectivement, dans ce cadre-là, le premier pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est vraiment formaliser l'engagement des collectivités et de leur volonté de travailler conjointement par la signature, justement, tout à l'heure, de la Convention des territoires, qui reprend justement tous les objectifs de la stratégie départementale et les objectifs de travailler ensemble. Merci. Merci pour ce point, partant du diagnostic, passant par la stratégie, l'engagement, la mutualisation, en insistant bien sur l'égalité, la solidarité. C'est l'affaire de tous. Cette transition énergétique, c'est l'affaire de tous. C'est ce que l'on va voir maintenant et au cours de la table ronde qui va suivre. On parlera, bien sûr, on reviendra sur cet aspect économique et financier des choses. On a vu le potentiel de gains. J'ai enregistré 14 milliards, c'est une somme, versus un investissement de 9 milliards. Malgré tout, sur la diapo 11 ou 12, on a vu que ce n'était pas si simple que ça d'arriver à mobiliser ce qu'il faut pour les investissements. Mais ce que j'aime bien répéter, c'est que derrière tout ça, il y a une réalité. Il y a une réalité économique et donc une réalité sociale. Et comme ça a été très bien dit par le président du département ce matin, cette écologie ne sera réelle que si elle est sociale. Et donc, il faut qu'il y ait cette réalité sociale derrière. Et tous les jeunes qui sont dans la salle, alors je m'adresse là aux moins de 30 ans. Je ratisse large, là. Hein. Moins de 30 ans, c'est vous que ça concerne. Il y a des jobs derrière tout ça. 2 témoignages pour continuer, un regard croisé, 2 témoignages de 2 EPCI de tailles différentes. Alors oui, vous l'avez vu, hein, je m'étais engagé, hein, les acronymes, donc établissement, public, que je dise pas de bêtises, de coopération intercommunale, donc en fait exercer ensemble, mutualiser, exercer les compétences en mutualisant entre plusieurs établissements publics. 2 EPCI vont témoigner. Je vais demander à Marianne Robert-Kerbrat, qui est secrétaire communautaire en charge de l'Agenda 21, du développement durable, de la transition énergétique et de la GEMAPI, à la communauté urbaine de Limoges Métropole, de nous rejoindre. Voilà. Et Philippe Simon, EPCI de taille un tout petit peu plus petite, mais qui va témoigner de la même manière, conseiller communautaire à la communauté de communes des Portes de Vassivière. On va commencer donc avec Marie-Anne Robert-Kerbrat, donc pour Limoges Métropole. Donc témoignage de la communauté urbaine sur la mise en œuvre du PCAET, quand, comment, quelles actions. Je vais venir tout de suite vous le mettre en route. Et avec un NES, avec un NES à plan d'action, spécificité, objectif. Comment ça se passe pour une métropole comme celle de Limoges pour la mise en œuvre du PCAET? Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Paul Duret, notre président, qui a été retenu. Alors, depuis 2013, nous avons un plan climat-énergie territorial qui devient donc
un plan climat, air, énergie territoriale. Donc nous sommes en révision. On est dans une démarche de révision donc, pour atteindre le facteur 4. Et nous sommes aussi donc, dans une révision de surface, puisqu'il nous faut intégrer la question de la qualité de l'air. Alors la qualité de l'air, c'est clair que chez nous, ce n'est pas le même enjeu qu'en Île-de-France. 2018, chiffre d'Atmo, 0 jour de pollution atmosphérique à Limoges Métropole. Donc c'est assez rare pour être signalé parce que je crois que c'est la seule ville en France de cette strate qui échappe au dépassement de seuil de pollution 365 jours par an. Voilà. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé donc pour se doter d'un planning de réalisation de projet qui soit cadencé dans le temps. C'est-à-dire que notre objectif, c'est effectivement de faire un plan climat air énergie territorial de 6 ans, mais qui en même temps enclenche une cadence qui fait qu'on ne fait pas peser sur ceux qui seront aux affaires entre 2049 et 2050 la réalisation de l'objectif du facteur 4. C'est-à-dire qu'on doit amorcer dès maintenant un tournant très important de manière à pouvoir enclencher la transition énergétique et atteindre nos objectifs. Pour cela, donc, on se dote on a beaucoup travaillé, on s'est doté d'une centaine de fiches actions concrètes. J'ajoute qu'on a évidemment concerté la population. On a choisi de faire une concertation assez large, assez ouverte. Et moi, ce qui m'a marqué dans les réponses qu'on a eues, c'est qu'on a eu clairement une demande massive d'un Big Bang des transports en commun. Ça a vraiment essentiellement porté là-dessus, la demande des citoyens. C'était vraiment faites quelque chose, ce qu'on a est très sous-dimensionné, on veut pouvoir se déplacer facilement, on veut pouvoir avoir une vraie alternative à la voiture. Il faut savoir que l'ex-région Limousin était la région de France, donc je prends ce périmètre parce que je n'ai pas les chiffres rapportés à la Haute-Vienne, mais pour laquelle on a à la fois le plus de linéaires de transport en commun par habitant et aussi le plus de linéaires routiers par habitant et aussi le plus de voitures par foyer. Donc la marge de manœuvre pour pouvoir réduire les consommations énergétiques, vous voyez que c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, comme le disait Sandra, ce qui est très important, enfin pour nous, c'est de se placer dans une perspective intercommunalité. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien tout seul, parce que nous n'avons pas de frontières, parce que nous, par exemple, nous sommes une zone dense avec un potentiel de développement des énergies renouvelables, par exemple, qui est assez limité, et qu'on doit absolument construire des partenariats avec des EPCI qui, eux, ont un potentiel important. Donc ça veut dire que nous, par exemple, pour être très concret, en vraiment poussant nos curseurs au maximum, on n'arrive pas à 32% de production d'énergie renouvelable telle que le veut la loi de transition énergétique. C'est juste impossible. On arrive à 17-20%. Donc ça veut dire que les 12% restants pour nous de production, ça va être de l'investissement extraterritorial et ça va être aussi en misant sur une évolution du droit. Parce qu'aujourd'hui, à droit constant, je pense en particulier au droit de l'urbanisme, ça va être compliqué. Voilà. On a aussi comme engagement la question d'évaluer les objectifs, d'identifier les difficultés pour pouvoir à chaque fois vérifier qu'on est dans la bonne trajectoire et se donner les moyens, si on sort de notre trajectoire, de pouvoir se remettre dedans tous les 6 ans. Alors, pour faire ce plan climat et énergie territoriale, on a établi un diagnostic, donc Sandra, tu viens de nous présenter. Je voudrais juste en souligner un ou deux aspects en ce qui nous concerne, parce que tu as parlé de la question de la séquestration de carbone, et c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, on se rend compte que qu'est-ce qu'on a fait, nous, sur notre territoire pendant ces 30-40 dernières années? On a fait, ma foi, ce qui s'est passé à peu près partout en France, c'est-à-dire qu'on a stimulé les banlieues, vidé les centres-villes, affaibli les villes pôles d'équilibre, on a artificialisé beaucoup. La Haute-Vienne, c'est 2,5 fois la moyenne française d'artificialisation. La surface de Limoges Métropole, c'est x4. Donc, comme on a l'impression qu'on a beaucoup d'espace agricole, on a l'impression qu'on a beaucoup de potentiel, mais on a quand même artificialisé beaucoup, avec une très faible augmentation de population. Donc, ça veut dire que le mètre carré artificialisé par habitant a explosé. Donc, c'est bien de produire des énergies renouvelables, c'est bien d'isoler des bâtiments, mais il faut aussi engager un changement de modèle de développement, notamment par rapport à cette question-là. Donc, on a peu d'industrie polluante, on a une agriculture extensive, on a une problématique de qualité de l'air qui est pas mal, on a un réseau de transport en commun qui est obsolète,
On a à Limoges Métropole un réseau de chaleur, par contre, qui est important, qui est solide et qui ne demande qu'à être étendu. Il l'a été déjà ces dernières années, puisque je crois que la ville de Limoges vient de recevoir un prix à l'occasion de la journée des maires. Voilà. On a un potentiel éolien qui est faible, on a un potentiel photovoltaïque, je reviendrai là-dessus, qui est potentiellement énorme, comme un peu partout. Alors on s'est donné des objectifs. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, et c'est l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique et à ses enjeux. Ces enjeux, c'est quoi? À mon avis, l'enjeu principal, c'est la sécurité. La sécurité de l'approvisionnement en eau, la sécurité de l'approvisionnement en nourriture, la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Ça veut dire que notre PCI va devoir aujourd'hui penser à fabriquer son énergie, à penser aussi la structuration de la distribution d'énergie, mais aussi à travers notre plan alimentaire territorial, l'autonomie alimentaire, et aussi bien évidemment la question de tout le cycle de l'eau et de la sécurisation des approvisionnements en eau potable. On a vu cet été que par exemple la ville de Guéret s'est retrouvée dans une situation extrêmement compliquée. Voilà. On s'est donné des moyens. Alors la grande question politique, bien sûr, c'est l'affectation des moyens financiers. Je pense par exemple à la communauté urbaine de Strasbourg, qui est énorme, hein, évidemment, ça n'a rien à voir avec la taille de la nôtre, mais qui dispose d'un service transition énergétique avec une quinzaine d'agents qui sont affectés à cette mission. Nous avons écrit une centaine de fiches actions. Alors on s'est dit, tiens, on va les regrouper, on va en faire moins quand même, 100 c'est beaucoup. Puis finalement, non, on en a 100, on en a 100, c'est bien. Ce sont des fiches opérationnelles. On a aussi des actions qui sont de 3 ordres. La question de l'exemplarité, comme par exemple la rénovation de la Copole Esther, la rénovation de notre station d'épuration. On met 20 millions d'euros sur la table pour pouvoir rénover et avoir une efficacité énergétique, le réseau de chaleur, le bus à haut niveau de service, etc. etc. On a aussi des actions dans lesquelles on est initiateur, comme par exemple le plan alimentaire territorial. On a aussi d'autres actions où on est partenaire, comme par exemple la rénovation énergétique dans les copropriétés privées. Alors, on a des projets à enclencher et puis on a des projets à inventer. Alors, je vais prendre un exemple pour terminer, il me reste 2 minutes. C'est la question, par exemple, de l'installation de photovoltaïque sur les toitures. On vient de se doter d'un outil, on va le présenter à la presse demain, qui s'appelle le cadastre solaire. Certains le connaissent parfaitement. Donc en fait, c'est un maillage de toutes les toitures du territoire de Limoges Métropole, sur lesquelles vous rentrez votre adresse et puis vous allez voir si votre toiture est bien exposée, combien vous avez de mètres carrés exposés, combien ça fait si vous êtes en autoconsommation, si vous injectez sur le réseau, combien vous pouvez emprunter, votre temps de retour sur investissement, combien vous allez produire, etc. etc. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça peut être un gadget rigolo où on va sur Internet et on se dit tiens, ma toiture est bien exposée, ceci, cela. Mais on voit aujourd'hui qu'on a un certain nombre de freins. Les freins, c'est par exemple le nombre d'entreprises qui sont capables de nous équiper dans la région. Il n'y en a pas énormément. Et puis, ce sont aussi toutes les démarches administratives. Il faut savoir qu'il y a une peur de l'arnaque qui a été aussi véhiculée par la presse, à juste titre hein, d'ailleurs. Donc, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, nous, par exemple, cette question-là, c'est comment on fait pour faire de la massification, pour faire de cet outil, qui est un petit outil sympathique au départ, comment on fait pour faire de la massification? Il faut savoir que le potentiel, c'est absolument énorme. Rien que sur Limoges Métropole, le potentiel de toiture, en enlevant, en considérant qu'il y a une partie de déchets qu'on enlève parce qu'il y a des Velux, des ceci, de cela, et j'en passe et des meilleurs, on a trouvé, nous, 800 hectares de toitures bien exposées, disponibles pour le solaire. C'est absolument considérable. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire de s'équiper, donc comment on fait? Donc là, on est en train de réfléchir. On va lancer une étude là pour réfléchir à des outils de massification. Ça pourrait être, par exemple, la constitution d'une société par action simplifiée ou d'une société d'économie mixte, dans laquelle on pourrait avoir une labellisation, comment dirais-je, pour que l'usager, si vous voulez, soit rassuré par le fait que c'est un projet qui est véhiculé par Limoges Métropole, dans lequel on aurait des investisseurs bancaires,
des entreprises, dans laquelle Limoges Métropole, par exemple, enfin je dis ça, rien n'est tranché bien évidemment, hein, pourrait soutenir du crédit bancaire, dans lesquels des personnes auraient des toitures et pourraient par exemple les proposer à la location parce qu'ils ne souhaiteraient pas investir, dans lesquels on pourrait faire de la garantie bancaire, dans lesquels, etc., etc. Alors, rien que quand on prend par exemple les toitures des supermarchés, c'est déjà très très important. Donc voilà, donc ça c'est un projet à développer pour l'avenir. Vous voyez que l'ambition est là. Maintenant, effectivement, il faut être à la hauteur en termes d'investissement. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour nous, on est très très content de la réalisation de cette convention et de la signature donc de cette intercommunalité, parce que effectivement, il n'y a pas de frontière entre nos EPCI, nous sommes interdépendants, les uns se nourrissent des autres, les uns vont travailler dans celui d'à côté, fournissent de la richesse, produisent de la richesse dans l'autre, etc. Et nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci. Alors, je vais prendre les questions de la salle pour eux trois à la fin, mais juste une petite question tout de même. Vous avez dit que vous avez 800 hectares de toiture disponibles pour du photovoltaïque, ce qui fait grosso modo 800 mégawatts. Et malgré ça, vous arrivez qu'à 17% de contribution d'énergie renouvelable ? Oui, parce que dans les 17%, nous n'avons pas compté cela. Nous avons compté, en fait, ce que nous permet de faire la loi aujourd'hui à droit constant. À droit constant, en poussant les réseaux de chaleur au maximum, avec les projets photovoltaïques qui sont déjà identifiés sur le territoire, avec les projets qui sont faits sur l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, la création de notre projet de bus à haut niveau de service, on arrive à 17%. Si on pousse la chaleur renouvelable au maximum du maximum, c'est-à-dire si on la fait venir en centre-ville, ce qui a été validé par la ville de Limoges récemment, on monte à 20%. On ne peut pas aller au-delà. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez plein de PCI dans la salle qui, eux, ont de la place. Ben voilà. Vous allez passer des contrats avec eux. Vous allez faire... En fait, ce que nous souhaitons, les deux solutions qu'on a, c'est d'abord, alors vous allez me dire, c'est espérer que le droit évolue, à l'occasion, par exemple, des droits de mutation ou des choses comme ça, hein, pour pouvoir effectuer et des travaux énergétiques et des solarisations de toiture, par exemple. Mais je pense, par exemple, au potentiel biogaz. Il se trouve qu'à Limoges Métropole, on a un réseau d'injection qui est très important, qui est pour l'instant surdimensionné, enfin en tout cas il y a de la place. Et dans le sud de la Haute-Vienne, on a, je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, hein, c'est pas, dans le sud de la Haute-Vienne, on a un potentiel de collecte, de fabrication de méthane, de biométhane, voilà, donc qui ne demanderait qu'à être exploité. Peut-être que Limoges Métropole aurait un rôle là-dedans, dans l'investissement d'une politique qui viserait à stimuler la méthanisation territoriale, à organiser sa collecte, enfin son transport, sa collecte et son injection là où c'est consommé, c'est-à-dire à Limoges Métropole. Pareil avec l'éolien, on peut imaginer très bien que Limoges Métropole, encore une fois, ce n'est pas moi qui décide toute seule, hein, on est bien d'accord, mais on pourrait très bien imaginer que Limoges Métropole décide d'investir dans l'éolien dans le nord de la Haute-Vienne, peut-être, et puis peut-être si ça ne suffit pas, même de façon extraterritoriale totale. Vos élus sont d'accord ? Alors, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à en parler, il y avait une grande prudence, on va dire. Et aujourd'hui, oui, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, la réunion de validation qui a eu lieu il y a quelques jours m'inspire plutôt de la confiance par rapport à ça. Je pense que les élus ont tout à fait conscience aujourd'hui que si on n'investit pas extraterritorialement, on n'y arrivera pas. Vous avez déjà commencé à discuter avec la communauté de communes des Portes de Vassivière ? Pas encore. Il faudrait qu'on vous présente Philippe Simon, parce que peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Hein. Alors Philippe Simon, justement, est conseiller communautaire à cette communauté de communes des Portes de Vassivière, conseiller municipal délégué des Moutiers. Je vous ai parlé du projet Bois Énergie. Comment ça s'est passé pour vous, ce PCAET ? Par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on passe ? Quels sont les moments de doute ? Quels sont les moments de joie ? Comment est-ce que vous faites pour donner envie à tous les autres qui sont dans la salle et qui ne s'y sont pas encore mis ? Bon, alors d'abord, je ne sais même pas si tout le monde sait où ça se trouve, les Portes de Vassivière. Peut-être tout le monde sait où est le lac de Vassivière. Mais donc, nous, on est dans le sud-est du département. On est la plus petite communauté de communes. On est à peine 5600 habitants. Et on se retrouve dans une zone de semi-montagne, hein, jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et avec une densité de population qui ne fait même pas 15 habitants au kilomètre carré.
Et c'est pour ça qu'on est dérogatoire et qu'on a une si petite communauté de communes, puisque en zone de montagne, avec une faible densité, on peut rester à cette échelle-là. Alors nous, on pourrait se dire, on est peinard, nous en fait on est autonome déjà à 99% en énergie. Donc on pourrait se dire, pourquoi faire un plan climat, hein, ça n'a aucun intérêt, nous on est déjà autonome à 100%, donc débrouillez-vous. Parce qu'on a un gros bassin hydroélectrique sur la Maulde et sur la Vienne, hein, les barrages de Péral-Château, Bujaleuff, etc. Donc ce sont des travaux qui datent déjà des années 50-60, qui font qu'on est complètement autonome. Voilà. On avait déjà mené des actions avant que ce PCAET démarre. On n'a pas attendu d'être sollicité pour mener des actions en faveur du changement climatique. On était déjà adhérent au service énergie du SEHV et on a déjà mené quelques actions. Donc, vous en verrez peut-être un petit reportage tout à l'heure. On a monté donc un réseau de chaleur avec une chaufferie bois déchiquetée avec du bois de la commune. C'est-à-dire que notre énergie aujourd'hui provient de 10 km. Et donc, ça a été un énorme changement pour nous. Donc, nous faisons fonctionner ça en régie sur Émoutier. Ça fonctionne aussi en régie sur Chessou, dans une petite commune de 300 habitants. Voilà, donc, c'est une initiative qui existait avant que le PCAET se mette en œuvre. On est aussi adhérent au programme TEPOS du parc naturel de Millevaches, donc territoire à énergie positive. On a mené des campagnes pour l'extinction nocturne de l'éclairage, toujours avec le SEHV, et ça antérieurement à ce plan climat. Donc c'est des initiatives qui étaient déjà en route sur l'ensemble des 12 communes de notre communauté de communes. Et puis nous, on habite loin, mais on a un gros avantage aussi, c'est qu'on a une ligne SNCF. Et par contre, on a un gros inconvénient, c'est qu'elle est en danger de disparaître. Donc aujourd'hui, on parle de PCAET en disant qu'il faut favoriser le transport collectif, mais on a la corde autour du cou quasiment, parce qu'on nous dit qu'on va supprimer la ligne parce que soi-disant elle n'est pas rentable. Nous, on n'a pas un seul lycée dans la communauté de communes. Il faut donc que tous les étudiants prennent le train, ou alors il faut que les parents les emmènent, ou alors il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc il y a vraiment un énorme enjeu pour nous à conserver cette ligne SNCF, et depuis plusieurs années, on se bat en comité de ligne avec d'autres lignes d'ailleurs, hein, Limoges-Brive, Limoges-Poitiers, Limoges-Angoulême, qui sont tous sur la sellette. Et je trouve quand même qu'il y a une petite contradiction entre ce qu'on doit décliner dans le PCAET et puis ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, ceci dit, on a décidé donc d'adhérer à cette dynamique PCAET qui a été impulsée par le SEHV. Et pour nous, ça vient quand même dimensionner de manière assez remarquable un programme, parce que dans une toute petite communauté de communes, nous, on n'a pas de chargé de mission, hein, on a une DGS et une secrétaire, ça s'arrête là. Le reste, c'est les élus qui font le boulot. Donc c'est quand même un enjeu assez important en termes de mobilisation. Ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Hein. Donc, donc je disais tout à l'heure qu'on avait des gros avantages. Effectivement, on est autonome en énergie. On a aussi des nouvelles populations qui arrivent et qui ont des désirs, je dirais, du choix d'un autre cadre de vie, qui ont des envies de sobriété énergétique. Et donc ça, c'est aussi des éléments assez porteurs pour impulser une dynamique sur notre territoire. Et on a une agriculture qui est quand même relativement vertueuse. On se retrouve en zone de montagne, il y a peu de culture. On a beaucoup de prairies permanentes, et donc une agriculture assez extensive et donc stockeuse de carbone. Et on a un territoire forestier assez conséquent. Voilà, donc, en l'occurrence, Émoutier et Péral-Château sont les deux communes forestières les plus importantes du département. Et il y a beaucoup de boisements privés également. Donc c'est quand même un gros avantage aussi pour nous. Par contre, on a des gros handicaps. On doit être les champions de la précarité énergétique. On est les champions de la pauvreté. Et on a très peu d'industrie. Et donc on a quand même des handicaps lourds, mais qui ne nous empêchent pas pour autant d'avancer. Et le handicap majeur, et dont on a parlé par rapport à toute la stratégie, pour nous, c'est les transports, parce que quand on est à la campagne, si on n'a pas de voiture, on est foutu. Et donc, pour nous, agir pour diminuer les pollutions liées au transport, c'est quelque chose qui sera très difficile, et on n'arrivera pas à être dans les lignes du scénario tendanciel. On sera très très bon en énergie renouvelable, mais on ne sera pas bon sur ce thème-là.
Voilà, donc on avait aussi envie de mobiliser, pas seulement que les élus, ça c'est déjà pas simple, mais mobiliser la population, c'est encore plus compliqué. Donc on a quand même décidé de mettre le paquet là-dessus. Donc on a organisé des permanences dans les mairies pour expliquer un petit peu la démarche, avec des panneaux et donc des tables de discussion où les habitants ont pu apporter leurs suggestions, leurs remarques, leurs critiques, et que ça a été versé ensuite après pour pouvoir construire le plan d'action. On a aussi répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la région qui nous a permis d'avoir une conférence à Climatera, donc une association régionale de scientifiques qui est venue présenter un peu les enjeux du changement climatique à Émoutier. Et puis on a aussi fait une consultation en ligne avec un questionnaire assez complet où les gens pouvaient se positionner sur ce qui leur paraissait les enjeux les plus importants. Enfin, voilà. Donc c'était tout un travail qu'on a décidé de faire pour mobiliser la population sur cet enjeu du plan climat. Et ça a été, il y a eu des bons taux de retour, c'était assez positif, quoi. Voilà, donc là on en est au stade où on vote prochainement, la semaine prochaine, notre plan d'action. Donc on est dans les clous de ce qu'on avait décidé. On a, nous, pas une centaine d'actions, mais 34 quand même. C'est quand même pas rien pour nous. Avec bien sûr l'enjeu d'être totalement exemplaire au terme de la collectivité, en termes d'isolation des bâtiments, de rénovation du bâti, en termes de changement de combustible de tous nos équipements, pour pouvoir profiter au maximum de notre ressource bois locale. Mais on a aussi des actions assez fortes sur le développement des énergies renouvelables, donc on pourra à nouveau se retourner vers Limoges Métropole, puisque je pense qu'on est en capacité de pouvoir au moins doubler nos potentialités, avec cette particularité qu'on tient à ce que tout le développement des énergies renouvelables se fasse de manière citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens soient impliqués financièrement avec les collectivités dans le développement de ces énergies. On ne souhaite pas que des investisseurs extérieurs viennent, investissent, dont on pourra éventuellement récupérer la fiscalité, mais on veut aussi que l'argent qui va sortir de ça profite au territoire et reste sur place. Et le moyen pour ça, c'est de s'y investir financièrement. Voilà. Et ensuite, je pense que de la part des citoyens, porter un projet comme ça, c'est aussi prendre part au développement de son propre territoire, s'y impliquer. Et je pense que c'est d'autant plus favorable pour le développement de ces énergies. Donc on a aussi accès au cadastre solaire via le parc naturel de Millevaches. Donc il y a un volet sur le photovoltaïque et un volet assez important sur le développement éolien, puisqu'il y a donc un projet qui est en cours et qui est relativement important. Et puis nous, on va devoir embaucher quelqu'un quand même, malgré qu'on a des tout petits moyens. On va quand même devoir embaucher quelqu'un pour animer ce plan climat, parce que je pense qu'on est un peu au maximum en tant qu'élu sur la mobilisation. On a nécessairement besoin de personnes. Donc je pense que dans le courant 2020, il y aura une embauche d'un animateur pour ce plan climat. Voilà. Je dois dire qu'on a fait un excellent travail avec Énergie pour demain, avec Énergie demain, donc qui était le bureau d'études qui a travaillé pour nous, et vraiment je les remercie parce que ça a été un travail très très constructif. Et puis je remercie aussi le travail qu'on a mené avec le SEHV. Merci Philippe Simon. Juste avant de passer aux questions de la salle, une petite précision. Vous venez de dire à l'instant, OK, pour le développement d'énergie renouvelable, l'installation d'actifs de production, mais pas d'investisseurs extérieurs. Votre voisine de gauche, c'est pas l'extérieur. Non, j'ai pas d'investisseurs extérieurs. On va pas développer de l'éolien tout seul, mais on veut travailler avec un développeur, ce qui est le cas en ce moment, mais entrer dans la gouvernance, c'est-à-dire faire une société dans laquelle nous, on est aussi partie prenante et on décide. Et on en tire éventuellement, on prend les risques avec le développeur, mais on en tire aussi des bénéfices. Et les bénéfices restent pour le territoire, et ces bénéfices, ils permettent de financer les actions du plan climat. D'accord. Et alors, vous avez aussi beaucoup insisté sur le maintien de la ligne SNCF. C'est une ligne diesel, actuellement ? C'est une ligne diesel pour le moment. Ouais. Mais on peut y mettre autre chose. Hein. Alors, voilà, on peut y mettre autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va moins dépenser, mais il existe aujourd'hui des appels d'offres en cours, notamment pour de la mobilité hydrogène.
Et si possible, de la mobilité hydrogène verte. Pour l'instant, l'hydrogène, à 95%, c'est de l'hydrogène gris, fabriqué par vaporeformage dans des process industriels. Mais il y a déjà quelques superbes expérimentations de production à partir des énergies renouvelables, que ce soit de l'hydraulique, Compagnie nationale du Rhône, ou de l'éolien, ou du photovoltaïque, de production d'hydrogène vert. Et on est surtout champion d'Europe en fabrication de trains. Alstom, à Pau, par exemple, a fabriqué 2 trains hydrogène pour remplacer les TER. C'est vraiment le modèle TER. Et malheureusement, ils n'ont pas été expérimentés en France. Les trains fabriqués à Pau, ils sont partis en Allemagne, et ils s'appellent Coralia E-Lint. Et ce ne sont pas des démonstrateurs, ce ne sont pas des protos, ce sont déjà des têtes de série, et ils tournent tous les jours avec des vrais passagers dedans. Et donc, l'État français se dit, peut-être qu'on pourrait, en France aussi, installer des trains hydrogène. Donc là, il y a une idée à soumettre. J'ai bien dit pas moins cher, pour l'instant. Mais au moins de fuite de devises vers les pays qui alimentent en diesel nos chers TER. Bon, on va revenir là-dessus. La parole est à vous maintenant. Avez-vous des questions à leur poser, que ce soit des questions concernant la stratégie à Sandra Schmidgen-Picard, que ce soit des questions concernant le PCEAT Limoges ou celui de la communauté de communes des Portes de Vassivière? Avez-vous des questions? La première est toujours un peu délicate. Oui, alors le micro est arrivé là-haut. Oui. Surtout, vous vous présentez bien, qu'on sache d'où vient la question. Oui, bonjour. Michel Galliot, président de Limousin Nature Environnement. J'ai effectivement participé aux discussions sur les PCAET. J'allais dire que nous avons été l'association associée. Malheureusement, je n'ai pas pu participer pour ce qui est de Porte de Vassivière. Je suis très heureux de voir ce que nous a dit Philippe Simon sur ce sujet-là, parce qu'il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on a une démarche top-down, on part du haut et on fait des choses. Et où est l'adhésion de la population, des citoyens? Si elle n'est pas là, on n'y arrivera pas. Donc il est extrêmement important que dans les mesures qui vont être préparées, mises en œuvre, qu'il y ait des mesures fortes pour sensibiliser, mobiliser la population. Alors effectivement, vous avez dit la maison brûle et nous regardons ailleurs, nous commençons à ne plus regarder ailleurs. Par contre, on a toujours autre chose à faire que d'agir. Il y a la COP 25 en ce moment. Il y a eu en Allemagne et ailleurs en Europe des centaines de milliers de manifestants. J'aurais aimé que ce soit des millions, des centaines de milliers de manifestants. Rien en France. Donc la mobilisation, elle n'est pas vraiment là. Et pourquoi il n'y a rien eu à Limoges, par exemple? Parce qu'il y a un manque de mobilisation. Et j'allais dire en particulier de la jeunesse, puisque c'était surtout des vieux qui ont organisé les marches pour le climat jusqu'à maintenant. Et donc, je vais lancer un appel aux jeunes de rejoindre le collectif Marche Climat 87. Bon, alors merci pour cette page de sans publicité. Cette mobilisation, mais il faut que les PCAET... Le message est compris, je vous propose qu'on leur laisse répondre à votre question. Alors, vous avez pourtant insisté sur l'implication des populations, vous avez parlé de financement participatif, j'ai cru même entendre qu'on était à 2 doigts de l'investissement local. Comment ça se passe? Vous avez dit il faut d'abord convaincre les élus et ensuite la population. Monsieur nous dit non, il faut d'abord convaincre la population, ensuite les élus. Tous les deux, quelle est votre vision par rapport à ça? Philippe Simon. Je sais pas, moi, déjà les élus ils font partie de la population, pour commencer. Mais... moi, ce qui me paraît quand même effectivement super important, c'est que si effectivement on sensibilise pas, alors ça commence au collège, au primaire, où je pense que là il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut, et c'est très long, rabâcher, redire les choses, ne pas hésiter à faire des réunions publiques, ne pas hésiter à faire des tables rondes sur tous les sujets. Voilà, bon, c'est ce que nous on essaye de faire. Je pense que sinon, effectivement, s'il n'y a pas cette adhésion, on n'a aucune chance. On a vu ce qui s'est passé avec le travail du CIDET, par exemple, sur le déchet, où il y a eu vraiment beaucoup de concertation et beaucoup de sollicitations. Aujourd'hui, on a une action assez exemplaire sur le recyclage, par exemple, mais ça fait 15-20 ans que c'est en route. Donc le travail sur la résilience ou sur la sobriété énergétique, ça touche les choses de manière beaucoup plus intime. Et donc il y a vraiment un gros travail de mobilisation et de sensibilisation à faire auprès des personnes. Mais pour nous, il n'y a pas d'autre avenir que comme ça, de toute façon. On s'en sortira pas sinon. Marianne Robert-Kerbat, en métropole, c'est plus facile? Je suis partagée, je vais vous dire franchement. D'abord, je pense qu'on ne peut pas tout faire peser sur les gamins de 10 ans aujourd'hui en leur disant « soyez sensibles pour réparer nos conneries ».
Excusez-moi, hein, je le dis franchement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut sensibiliser évidemment l'ensemble de la population, mais on ne peut pas attendre non plus que tout le monde soit parfaitement sensibilisé. Moi, je suis désolée, quand j'entends les gens parler d'énergie, la grande partie des gens qui me parlent d'énergie, c'est pour se plaindre de la méthanisation et de l'éolien, aujourd'hui encore. Donc on est loin d'avoir une adhésion massive. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi que les élus et les collectivités prennent leurs responsabilités et disent c'est comme ça. On va développer les énergies renouvelables, on va faire de l'efficacité énergétique. Moi, je suis très favorable au plan d'investissement citoyen, etc. D'ailleurs, à Limoges Métropole, on a un projet de société par action simplifiée sur un projet photovoltaïque avec une part de financement citoyen. C'est hyper important. Mais enfin, on a quand même... moi, j'ai pas peur de faire travailler des grandes entreprises. Je trouve que... je suis désolée, pour moi, hein, le kilo de gaz à effet de serre, de carbone évité, qu'il soit produit par Engie ou par un collectif citoyen, le résultat est le même pour la planète. Donc moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Je ne ferai pas de hiérarchie. Je pense qu'effectivement, la question de la population, elle est fondamentale par rapport à la question, à l'éthique de responsabilité, par rapport à l'éthique de solidarité. L'éthique de responsabilité, c'est quoi? C'est dire, on ne peut pas à la fois vouloir des routes, des ronds-points, des ceci, des cela, artificialiser toujours plus de lotissements sur des zones humides, et en même temps râler parce qu'on n'a pas de bus à haut niveau de service en temps et en heure. Il faut faire des choix, il faut arrêter d'avoir des politiques contradictoires. Et le citoyen, comme nous tous, comme nous les élus, parce que nous en sommes aussi le reflet, nous sommes au cœur de ces politiques contradictoires et au cœur de nos propres contradictions. Donc à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, il y a dans la salle, vous l'avez vu sur la dernière diapo de la présentation de Sandra, il y a quelqu'un qui était sur le terrain, c'est Sylvain Divot d'Énergie Demain. Il y a Nicolas Houdan qui est là, mais il va parler dans la table ronde tout à l'heure, donc je ne lui donne pas la parole. Mais Sylvain Divot, il est là, Sylvain Divot? Il est là. Alors, témoignage sur ce qu'on vient d'entendre là, sur le terrain, comment ça se passe, quand quelqu'un arrive d'un bureau d'études, passez-lui un micro s'il vous plaît, mesdames. Quand un bureau d'études qui est ni pour ni contre, qui est ni élu, ni etc., mais qui arrive sur le terrain, comment ça se passe? Qu'est-ce que la population lui dit, lui demande? Alors, effectivement, dans un premier temps, j'aimerais quand même... Mettez-vous debout, là, que tout le monde vous voit bien. Voilà. Dans un premier temps, j'aimerais féliciter quand même le territoire de la Haute-Vienne. C'est vrai que nous, ce qui nous a marqué, en tout cas ce qui m'a marqué sur ce territoire, c'est qu'il y a encore un vrai sens de l'intérêt général et des biens communs, et que c'était remarquable et plaisant de travailler avec vous. Ce qu'on a observé dans un premier temps, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation des acteurs du territoire. Je pense notamment à la DDT, aux délégués territoriaux qui étaient présents à chaque concertation, qui nous ont beaucoup aidés pour éclairer les élus dans la prise de décision, dans les choix qui ont été faits. Je pense à la Chambre d'agriculture, M. Mingui qui était présent à beaucoup de concertations. Je pense au CRPF, Mme Kako qui était présent également à beaucoup de concertations. Je pense au GCNA de réseau devant moi qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Et donc cette mobilisation des acteurs a permis justement aux élus rapidement de ne plus être dans le pourquoi, mais dans le comment et le quand. C'est-à-dire que finalement le diagnostic il a permis rapidement une acculturation des élus à ces enjeux énergie-climat. Et finalement, très vite, ça a été les débats sur les portes de Vassivière ou Limoges, mais sur tous les autres territoires représentés dans la salle. Les débats, c'est sur quoi on agit, comment on agit, avec quels moyens, à quel horizon de temps. Madame Robert-Cabrat disait qu'il ne faut pas attendre 2049, tout à fait. Comment on agit dès maintenant sur ces territoires. Les débats ont été riches et donc on arrive aujourd'hui au plan d'action, effectivement, avec des plans d'action qui sont cohérents. Et ce qui a été très intéressant sur le territoire de la Haute-Vienne, c'est qu'on a vu très vite des coopérations apparaître. Je pense à l'exemple devant nous, finalement, des interactions urbain-rural, Limoges, territoire urbain, Porte de Vassivière, territoire rural, comment ils peuvent finalement coopérer ensemble sur la question des énergies renouvelables. Mais à l'échelle du territoire, on a eu des très beaux exemples. Gartempe-Saint-Pardoux, Limousin en Marche, qui ont décidé de travailler main dans la main sur leur PCAET. On a vu Briance Combat des Portes de Vassivière travailler ensemble sur leur PCAET. Finalement, on est des petits territoires. C'est vrai que en Haute-Vienne, on a beaucoup de PCI, de communautés de communes qui sont restées à taille humaine pour des raisons géographiques inhérentes au territoire. Mais du coup, il y a eu beaucoup de coopération. On a dépassé l'échelle de ces EPCI pour travailler, donc des coopérations. Je pense à Briance Sud-Haute-Vienne et Pays de Saint-Thierry qui ont aussi travaillé ensemble sur leur plan d'action. Je pense à un mot qui est revenu souvent, c'est travailler à l'échelle du bassin de vie. La Châtaigneraie Limousine, sud-ouest du département, qui va porter des actions communes à ces territoires. Donc voilà, c'est finalement, j'aimerais insister sur le mot synergie,
coopération, bassin de vie, puisque c'est ça qui ressort de vos PCET, c'est que effectivement c'est pas seul qu'on va agir et qu'on va gagner ce combat contre le changement climatique. C'est en travaillant ensemble, tous ensemble sur la Haute-Vienne, avec le SEHV qui peut fédérer tout ce travail, qu'on va réussir à combattre ce changement climatique. Et puis, un dernier enjeu qui me semble important, on en discutait encore ce matin, c'est il y a des échéances électorales qui vont arriver dès 2020, dans les mois à venir. Aujourd'hui, on a un territoire, c'est ça que j'ai souligné, où les élus, au bout de 2 ans, vous pouvez parler des heures du PCAET, on ne vous arrête plus, vous êtes bien au courant, vous avez une acculturation à ces enjeux-là. Quid dans quelques mois des peut-être futures équipes qui vont arriver, il va falloir transmettre tout le travail qu'on a fait ensemble, qui ne tombe pas aux oubliettes, comme trop de documents l'ont été dans le passé. Qu'il va falloir acculturer ces nouveaux élus, transmettre ces PCET pour qu'ils soient mis en œuvre dans les 6 prochaines années et qu'ils ne soient pas oubliés dès mars 2020. Voilà. Ne les démoralisez pas, là, vous êtes en train de présupposer qu'il y a un basculement partout. Non, mais ils ont peut-être une chance aussi. C'est un petit point de vigilance pour la suite, mais j'espère déjà qu'il y aura une poursuite des élus en cours. Oui, Pierre Guillon, Alder Climat Énergie. Il y a eu une initiative d'énergie renouvelable sur Limoges. Il y a eu un projet qui finalement n'a pas été jusqu'au bout en matière de méthanisation. Est-ce que les enseignements ont été tirés pour qu'un autre projet puisse aller jusqu'au bout? Alors, les enseignements qu'on peut en tirer appartiennent à chacun, j'ai envie de vous dire. Si je peux vous donner mon avis personnel, je vais vous donner d'ailleurs. Pour moi, c'était un très beau projet d'écologie industrielle territoriale qui posait un vrai problème d'appropriation citoyenne parce que c'était un projet de fabrication de méthane dans une zone industrielle dans laquelle on a par ailleurs des lotissements. C'est un endroit qui ne sent pas bon, où il y a l'abattoir. J'ajoute d'ailleurs que ce projet permettait de traiter la question des effluents de l'abattoir. Et on va dire que pour les riverains, ça a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Malgré cela, d'un point de vue factuel, pour moi en tout cas, c'était un beau projet d'écologie industrielle et territoriale. On s'est assis sur l'équivalent de 1200 logements chauffés et on n'avait rien en face pour compenser. Alors, moi, je vais vous dire, je vous fais part de mon impression très, très personnelle. Quand j'ai vu tous les copains qui étaient le samedi à la manif pour le climat et qui le jeudi étaient à la manif devant la mairie contre la méthanisation, ça m'a un peu interrogée. Donc, voilà. Donc, quand on parle de tirer les enseignements, oui, d'accord. Alors, si la méthanisation, c'est comme l'éolien, c'est loin et le moins possible, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, on a un réseau d'injection qui est important. On est à la recherche d'un nouvel emplacement près de ce réseau d'injection. Le modèle économique était intéressant parce que ça nous permettait de traiter les effluents, notamment de l'abattoir, avec des matières, je ne vais pas vous donner envie de vomir avant de passer à table, mais des matières C3 qui sont les trachées et les poumons des animaux qui ont une haute valeur énergétique. Ça permettait de traiter des questions de mauvaises odeurs, etc. Bon, on va essayer de voir si on peut le faire un peu plus loin. En tout cas, nous, à Limoges Métropole, on ne lâche pas l'affaire. Et c'est vrai qu'il faudra une adhésion citoyenne. En tout cas, il faudra un minimum de contestation. Voilà, enfin, en tirer les enseignements, j'ai envie de dire, ça dépend. Si on peut en tirer tout un tas d'enseignements. On peut dire, on ne fait pas de méthanisation. On peut laisser un boulevard aux associations anti-méta. On peut laisser un boulevard aux associations Sauvons le climat, etc., qui, depuis 20 ans, nous expliquent que l'éolien n'est pas rentable, dangereux et qu'on va tous mourir. Et en attendant, le dernier rapport du GIEC, pour 2100, c'est jusqu'à 7 degrés. Donc on fait comment? Philippe Simon, la méthanisation, c'est plus facile en milieu rural? Nous, on n'a pas du tout imaginé de développement de la méthanisation chez nous. Bon, déjà, on n'a pas d'abattoir à côté de chez nous. Mais en fait, il y a 2 raisons à ça. Bon, une raison principale, déjà, il n'y a pas de réseau de gaz. Donc déjà, ça limite sacrément. Et en plus, nos élevages, on n'a pas de gros élevages de type où les animaux sont enfermés en permanence, donc avec énormément de matière. On a beaucoup d'animaux qui sont en plein air intégral. Donc déjà, on n'a pas des matières assez conséquentes pour pouvoir faire des projets. On pourrait mutualiser en mettant 15-20 agriculteurs ensemble, éventuellement. Mais ça voudrait dire que ce méthane, on va faire de la cogénération pour faire de l'électricité, avec un rendement exécrable de 30%. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. En plus, les matières qui sortent de la méthanisation ne sont plus des vrais fertilisants pour les sols,
Donc, à mon avis, il vaut mieux composter les matières organiques et s'en servir de fertilisant plutôt que de créer du méthane qu'on va devoir transformer en électricité avec un très mauvais rendement. Donc, nous, on n'a pas d'action forte sur ce thème-là à Porte de Vassivière. Merci pour cette réponse précise. Allez, une dernière question de la salle, on passe à la table ronde. Oui ? Ici. Bonjour, moi je me présente, Maurice Drassard. Je suis représentant de la SAS VEM 87 dans le nord de Vienne, avec un projet éolien de 44 MW, c'est pas une petite affaire. Ce projet a commencé en 2007 et la question que je me pose, est-ce que tout est fait parce que en fait les administrations ne nous aident pas, au contraire. J'ai été poursuivi pour prise illégale d'intérêt, convoqué 2 heures à Limoges. Actuellement, on a notre dossier qui doit passer au tribunal, qui est repoussé en nous prévenant la veille ou l'avant-veille, ça fait 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là? Alors, je ne pense pas qu'il soit en mesure de répondre. Est-ce que la DDT veut répondre tout à l'heure dans la table ronde, hein, je note la question, je la garde. Ça concerne vraiment les procédures. Et du coup, à la DDT, je lui poserai la question de savoir si l'État est un empêcheur de tourner en rond ou un facilitateur. Ça lui laisse le temps de préparer la réponse. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question? Mais je la garde bien, elle est notée. Hein. 44 MW depuis 2007. Cela dit, la durée de développement, c'est normal. Hein. Juste derrière vous, madame, pardon. Oui, bonjour, Hubert Bril, je suis conseiller délégué à Île et donc également je suis élu au SEHV. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance des réductions des dépenses énergétiques dans le bâti. Alors, les communes s'engagent, les communautés de communes s'engagent, etc. Mais quels sont les leviers pour que toute la population puisse s'engager et investir? Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, les retours sur investissement dans l'isolation du bâti sont, on va dire, longs. Voilà. Merci. Alors, je veux bien répondre là-dessus parce que effectivement, on est sur un territoire. Vous entendez là? Ouais. Oui, parlez bien près. Oui, on est sur un territoire qui a les inconvénients de ses avantages. L'avantage, c'est qu'on a un prix au mètre carré du foncier qui est très bas. Mais par contre, du coup, les retours sur investissement quand on fait de l'isolation sont très très longs. On ne peut pas, par exemple, faire comme en Ile-de-France un système de tiers financement. On pourrait, mais au prix de l'énergie actuelle, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, ce qu'on fait, déjà, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire, il faut que déjà, sur nos bâtiments communaux, dans le tertiaire, on soit exemplaire et qu'on mette de l'argent, parce que, encore une fois, 1 kilo de CO2 évité, qui soit évité par tel lotissement ou par tel bâtiment public, c'est la même conséquence sur la planète. Donc, pour moi, je pense que tous les EPCI doivent investir massivement pour être exemplaires sur leurs bâtiments. C'est ce qu'expliquait le président Leblois tout à l'heure, par exemple, sur l'isolation des collèges. Ensuite, nous, dans nos fiches actions, à Limoges Métropole, on a prévu de faire une maison de l'habitat pour justement regrouper tout le conseil et les procédures pour aider les gens à le faire. Et enfin, je pense que, pour moi, en tout cas c'est un avis personnel, tant qu'on aura un droit de l'architecture, du patrimoine et de l'urbanisme qui sera tel qu'il est, on ne risque pas d'avancer très rapidement. Donc je pense que la loi évoluera, imposée par l'Union européenne, pour à l'occasion des droits de mutation, etc. Par exemple, on en parle depuis le Grenelle de l'environnement, d'affecter les droits de mutation pour obliger la transmission du patrimoine avec une réglementation thermique haute. Ça ne se fait pas, on comprend bien pourquoi, c'est compliqué. Mais je pense que là, on va arriver dans un moment de l'histoire de l'humanité où, comme nous avons beaucoup tardé à faire des choses de nous-mêmes, malheureusement, beaucoup de choses vont nous être imposées. L'être humain est hyper capable de poser des diagnostics et de savoir ce qui va arriver, mais par contre, il ne peut agir, c'est ce que nous disent les philosophes, les sociologues et les psychologues, il arrive à agir seulement quand il est dans le mur. Sandra Schmidgen-Picard, c'était très bien cette dernière question pour finir la table ronde, puisque finalement ça nous ramène à la priorité des priorités, la maîtrise de la demande d'énergie, ce fameux mégawattheure non consommé, qu'il soit mégawattheure d'électricité ou de chaleur, et donc ça repositionne ça bien dans la stratégie, puisque de votre cercle c'était le premier point.
Vous voulez ajouter un mot dessus? Le mot de la fin de la table ronde? Commençons par maîtriser l'énergie. Oui, effectivement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Après, effectivement, on verra justement dans la table ronde après les moyens pour mise en œuvre, justement, pour justement passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement pour y arriver? Par contre, oui, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on a vu dans le diagnostic. Si on veut y arriver, justement, de confronter le changement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, effectivement, il faut pratiquement complètement décarboniser toutes nos consommations d'énergie et pour ça, déjà, arriver à les réduire un maximum. Et effectivement, bon, ça se fait à tous les niveaux. Effectivement, l'exemplarité des collectivités, c'est une nécessité, ça c'est obligatoire finalement, c'est le premier pas. Et après, effectivement, par contre, il y a la grande question de la massification. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement travailler sur tout le territoire et changer d'échelle finalement aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Merci mesdames, merci monsieur d'avoir participé à ces témoignages et on va passer à la table ronde. Alors, piste de mise en œuvre du modèle énergétique de demain qui démarre dès aujourd'hui, avec 6 intervenants. Je vais demander à Cédric Sousse, qui représente l'ADEME, je vous donnerai son titre, etc., plus en détail tout à l'heure. Donc, Cédric Sousse de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, Didier Borel, que vous avez déjà vu ce matin, de la DDT 87, Nicolas Oudang, que j'ai cité tout à l'heure, fondateur de Énergie Demain, Adrien Serrougne, qui représente ici la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, dont le SEHV est membre, donc Christophe Picard pour le SEHV, et puis pour la région, Jean-François Louineau, dont je vous donnerai le titre tout à l'heure.